La bande, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast un peu spécial parce que aujourd'hui je suis avec Basile avec lequel on va lancer un format du podcast un petit peu spécial et Basile, je te laisse expliquer un petit peu le délire. Hello tout le monde, à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien déjà. Paul, un grand merci de m'accueillir une seconde fois sur ton format. J'allais dire un grand merci de m'accueillir une seconde fois sur le podcast Méditation, mais j'ai l'impression qu'on fait face à des changements, des petits shifts. J'aimerais qu'on aide un petit peu ton audience à comprendre ces changements-là. Qu'est-ce qui se passe déjà sur le format, sur le nom du podcast, sur le podcast tout court? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements? Yes, le podcast prend une nouvelle direction, un nouvel élan, je veux dire, après une trentaine d'épisodes, 3 ans de podcast. L'idée, c'est d'améliorer encore un petit peu le concept. Donc jusqu'à présent, c'était le podcast Méditation, qui est le nom de mon projet, ma vision, ce que j'essaye de partager, d'incarner dans ce que je fais. J'ai envie maintenant vraiment que ce podcast soit orienté vers le JJB. Finalement, c'est ce qui me plaît le plus. Les épisodes classiques, on va dire, du podcast sont des épisodes qui parlent de JJB avec des figures du JJB français. Et donc, ce podcast, maintenant, va s'appeler « Le goût du sol ». Le goût du sol, ok, pour vraiment transmettre cette vision, cette philosophie de voilà, on se mange le sol, c'est ça un peu le JJB, mais c'est ça aussi la vision qu'il y a derrière, et je pense que ça va parler à pas mal de monde, puisque qui dans sa vie, à un moment donné, ne s'est pas pris les pieds dans le tapis et mangé le sol. C'est vrai, en tout cas pour détailler un tout petit peu ton propos, mais je pense que les gens ont compris l'intérêt et l'intelligence de ce pivot-là qui en soi, en fait, va pas créer beaucoup d'impact sur la programmation. On était parti du constat que Paul, qui a quand même traversé certaines années avec le podcast, croyez-moi, ce qui est un exercice extrêmement difficile sur le long terme, dans son état d'esprit, dans sa ligne éditoriale, il faisait un podcast sur la préparation mentale avec avec un fort ADN récurrent du JJB, et moi quand je l'ai découvert, même avant d'être invité, et que j'ai écouté, j'avais plutôt l'impression que c'était un podcast sur le JJB, avec effectivement un ADN très récurrent de préparation mentale, donc c'est une sorte en fait de réalignement naturel, ça va pas causer je pense de trop gros shifts. C'est ça reste un podcast on va dire sur le JJB, mais qui est très empreint de cette question de la préparation mentale, du mindset, du sujet qui m'intéresse et avec lequel j'aime questionner, interroger les invités qui participent au podcast. Et le goût du sol, je trouve que le nom, il est top, tu vois, parce que le sol, c'est la base du JJB, mais c'est aussi le symbole de ces moments où tu tombes, tu ramasses, et tu te relèves et tu recommences. Donc c'est ça un petit peu la philosophie que j'ai envie maintenant d'amener dans ce podcast-là. C'est vrai. Le sol, ouais, c'est vraiment une métaphore qui va pouvoir être tirée dans tous les sens. C'est à la fois la limite du fond. Quand tu descends, que tu tombes, que tu t'écroules, que tu échoues, malheureusement, t'inquiète pas, il y a une limite. Tu vas te la manger. Alors, elle fait extrêmement mal, en général, surtout quand c'est la première fois que tu la découvres. Mais elle t'annonce que maintenant, c'est fini la descente et que tu peux rester là, mais tu peux aussi repartir vers le haut. Et le goût, c'est pas que lécher le carrelage pour voir quel goût ça a, c'est aussi l'appétence pour le sol. Et il se trouve que, vous le savez, dans le JJB, donc le jiu-jitsu brésilien, la zone c'est le sol, même si ça commence debout, et être à l'aise au sol, on le voit avec l'héritage, la legacy des Gracie et des autres hauts pratiquants, quand on est à l'aise au sol, on est à l'aise dans beaucoup de cas de figure d'un point de vue martial et pugilistique. Donc vraiment super pivot. Je suis très honoré de faire partie de l'épisode où tu annonces ça, donc pour marquer le coup, on a décidé de rendre visite au copain Florent Garcia et l'équipe de Cosmos pour être dans son studio à Bordeaux. On s'est rejoint à Bordeaux. Mais c'est pas la seule chose nouvelle et innovante sur cet épisode en particulier. Non seulement tu te permets de shifter ton podcast, de shifter le titre et un peu la ligne éditoriale, mais là on est dans un épisode un peu bizarre, un peu spécial, c'est ça? Yes. On va intégrer un format spécial qui sera ponctuel, récurrent de temps en temps, enfin on verra, mais dans lequel on sera toi et moi. Avec plaisir. En tant que ceinture blanche, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce format s'appellera Patte Blanche. On essaiera de montrer Patte Blanche tout simplement en ayant une discussion sincère, honnête, authentique entre deux passionnés de Jiu-Jitsu qui adorent ça, qui adorent le sol, qui adorent combattre au sol et qui vont partager un petit peu leur parcours, leurs difficultés, leurs galères, leurs joies, leurs peines, leur sueur, leur sang et leurs larmes. Pourquoi pas, qu'on connaît pleurer, tous. Saigner. Et voilà, partager ça avec
la communauté et pouvoir aussi parler peut-être d'entrepreneuriat, parce que c'est un autre point qu'on a en commun. Enfin, voilà. Toujours autour de ce concept du goût du sol, mais ce format-là avec Basile s'appellera Patte Blanche et on essaiera de transmettre un petit peu notre propre aventure, notre propre expérience. En toute humilité, on n'est pas là pour apprendre le JJB à qui que ce soit. On n'est pas qualifié pour ça. On veut juste partager notre propre aventure, notre propre quête dans ce foutu jujitsu, quoi. C'est ça. T'as raison d'insister là-dessus. C'est pas pour rien que la déco faite par les équipes de Cosmos c'est déjà incroyable, mais on s'est dit il faut ramener une petite touche supplémentaire et c'est pas pour rien que ce truc-là est sur la table. Donc ça, c'est ma ceinture, la vraie, avec mon sang dessus. Mais je tiens à la mettre au cadre, on verra après sur les prochains épisodes, puisqu'on n'aura peut-être pas la chance de tout tourner en studio, mais on n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit d'académique, de pédagogique, de technique sur ce sport-là, où on est pour l'instant de petits embryons de débutants, mais pour parler entre embryons justement, puisqu'on s'est fait la réflexion avec Paul que la zone de ceinture blanche, cette phase, cette époque, cette discipline presque, c'est presque un sport à part entière d'être ceinture blanche en JJB. C'est un univers qui peut être très long dans la vie de quelqu'un, dans sa jiu-jitsu journey, comme ils disent aux États-Unis. Ça veut pas dire que les gens qui sont plus ceinture blanche ne comprennent pas les ceintures blanches, mais c'est vrai que quand on est ceinture blanche, les gens avec qui on a les conversations les plus pas forcément intéressantes, mais qui font prendre conscience de certaines choses, qui ouvrent les esprits, qui ouvrent les chakras des compréhensions, c'est souvent avec d'autres ceintures blanches qui ont les mêmes problèmes que nous au même moment, ou juste un peu avant, juste un peu après. Et donc on s'est dit, pourquoi pas créer un petit périmètre ponctuel, on le fera à l'opportunité comme tu le disais, où on va échanger entre ceintures blanches. Ça veut pas dire que si vous n'êtes pas ceinture blanche, faut pas regarder le podcast. À mon avis, si vous êtes plus ceinture blanche, ça va vous rendre nostalgique et vous allez vous faire des rappels de ah ouais, c'est vrai que quand j'étais à cet endroit-là, j'avais les mêmes souffrances. Mais c'est surtout pour tous nos gens, et pas nos gens d'ailleurs, et tous les autres qui viennent de commencer, qui ont commencé il y a des années, parce qu'on est comment on peut dire ça se voit pas forcément à l'image, mais on est des ceintures blanches poncées. On est plus tout neuf, on a perdu de notre vernis. Je pense que tout le monde il trouvera quelque chose. L'important, nous, c'est qu'on échange sur notre passion. Et c'est vrai que pendant la longue traversée de la ceinture blanche, qui peut être très très longue pour certains et très très courte pour d'autres, ça c'est vraiment comme à peu près tout, il y a autant de cas que de personnes, on ne sait pas toujours trop ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi c'est pas ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on devrait faire à la place. Et le problème qu'on a dans notre époque, et vous identifierez, je pense, toi le premier Paul, d'un point de vue entrepreneurial, compétences, etc., il y a une telle infobésité, pour utiliser un terme à la mode, en ligne, que même maintenant dans le JJB, c'est très dur d'aller trouver la bonne info. Est-ce que même on est capable d'identifier la bonne info ? Tellement il y a de propositions de valeurs différentes, nos maîtres respectifs peuvent pas toujours être disponibles et en dehors et sur le tapis, parce qu'on a la chance de traverser ce sport-là, de pratiquer ce sport-là, dans des endroits où les endroits marchent, donc il y a du monde. Donc on s'est dit un petit périmètre où on peut s'exprimer et peut-être dire d'énormes conneries, mais en tout cas dans un état d'esprit néophyte, humble et d'élèves un peu auto-stimulés, on s'est dit que ce serait une bonne idée. Yes. Ça me fait penser à... Justement, c'est vrai que cette ceinture blanche-là, t'es un peu dans un délire, et avec les autres ceintures blanches, il y a toujours une sorte de proximité, de camaraderie, voire de fraternité. Et quand t'en vois un quitter le navire, ça fait un peu... Ça fait salut, mal. Il y a un choisi. Ouais. Je pense à... je vais lui faire une dédicace, du coup, à Maxou, un pote. C'est le pote qui m'a mis dans le JJB, qui avait commencé le JJB, et qui m'a dit « Ouais, Paul, toi, t'es sportif, t'as toujours fait beaucoup de sport et tout. Il y a un truc, là, ça va te plaire, il faut que t'y ailles. » Il m'a donné un kimono. Maxou. Il m'a dit « Très beau geste. Tiens, prends ce kimono, cherche le club de JJB le plus proche de chez toi, vas-y. » C'est comme ça que j'ai démarré, tu vois. C'est beau. Hein. Maxou, maintenant, lui, il est ceinture bleue, tu vois, c'est un peu comme s'il avait quitté le navire, mais bon, on se suit, on est toujours dans le même club maintenant. En ce moment, là, on va partir à Alicante ensemble pour s'entraîner et tout. Yes. Donc je lui fais un gros bisou à Maxou. Toi, Basile, ramène-nous dans peut-être les premiers instants où tu découvres, où tu te confrontes au sol. Comment ça se passe ? C'était il y a combien de temps ? Quelles sensations aussi, peut-être quelles émotions ça te fait ressentir directement ? Bon, les sensations, on va résumer ça sous le mot hospitalisation. Non, je plaisante, non mais... moi, ça va faire 4 ans que j'ai découvert le JJB, pas que j'ai commencé. 3 ans à peu près que j'ai commencé.
Je le découvre, mais je crois que je l'avais déjà dit dans l'épisode où j'étais passé, je le découvre par un ancien élève à moi qui se trouve être un champion black belt c'est vrai, très classé, qui s'appelle Santana Ou et qu'on embrasse bien fort au passage, un Lillois, qui m'avait intrigué par sa dégaine, qui avait une dégaine particulière. J'avais identifié l'artiste martial assez vite, ça se voyait, enfin tu connais les oreilles, les arcades, la tête, le calme, le sac à dos avec les patchs, tu vois. Voilà, lui il est des indices. Soit il est crossfitter, mais je vois pas pourquoi il a des oreilles en chou-fleur, une tête de boxeur et une carrière de combattant. Et en fait, tu m'as expliqué qu'il était tombé dedans presque 15 ans auparavant, si je dis pas de bêtises. Et ça a ouvert une brèche dans mon esprit, en fait, ok, ce truc-là n'arrête pas de revenir dans mon horizon, année après année, et un jour, par opportunité, j'étais sur Nantes à cette époque-là, je le suis toujours, je suis entré chez Delarive à Nantes, donc chez Beto Ramos, que j'embrasse, mon maître de JJB, entendez bien, on s'est compris, comme il y a des gens dans la salle qui sont pas jiu-jitero, quand ils entendent des termes un peu bizarres, on précise, ça a été, je pense comme beaucoup de gens, l'une des journées les plus, d'un point de vue vraiment étymologique, humiliantes de ma vie. Humiliant, ça veut pas forcément dire qu'on vous dégrade aux yeux des autres, ça veut aussi dire qu'on vous ramène à l'humilité. Ouais. Parce que j'ai toujours été plus ou moins actif sportivement, dans des sports de combat divers et variés, sans jamais aller faire d'étincelles ou que ce soit, vraiment un pratiquant basique. J'ai un petit passif militaire, j'ai toujours une condition physique, j'estime correcte, tu vois, pour pouvoir me gérer. Donc, t'es là, t'es un trentenaire passé, en âge de combattre, comme on dit, t'as confiance en tes acquis, en tes vertus physiques, et tu rentres dans un club de JJB pour la première fois. Alors, il y a des gens, tu te dis, bon, lui, il faut pas qu'il mette la main sur moi, et il y en a d'autres où tu te dis, bon, bah, allons-y, et tu te rends compte, en fait, que tu n'es qu'un meuble, que tu n'es qu'un objet à leur disposition, et qu'ils vont faire absolument ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, pour te donner la métaphore, d'être un papier d'origami. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être avec un gars qui avait décidé qu'il voulait faire les origamis, pour ceux qui ne voient pas, c'est les fameux pliages japonais. C'est japonais, ouais. Japonais artistique, c'est un art, c'est toute une discipline. Bon, nous, on le fait à un niveau, je pense, de maternelle asthmatique, mais si on va loin, on peut faire ce qu'on veut. J'avais l'impression d'être en face de quelqu'un qui avait décidé de faire un flamant rose avec moi, et qui me pliait à sa guise, à sa convenance, sans que je puisse, et c'est là où ça t'humilie, dans le sens remise à niveau, sans que tu puisses faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Même, et on va en parler, j'aimerais bien qu'on parle de ça dans cet épisode, même avec la force, parce que j'avais la chance de venir quand même avec un capital nerveux déjà sollicité par d'autres sports. Il y a quand même la force, ça reste quand même un asset dans beaucoup de sports. Je dis pas que ça n'en est pas un du tout dans le JJB. Par contre, c'est la première fois de ma vie que je prenais cette claque de « Ah, en fait, là, ma force, elle me sert à que dalle. Le gars fait ce qu'il veut avec moi. » Et je dis « le gars », il y en a eu, comme tous les cours, il y en a eu 6-7 d'affilée, qu'on fait 6-7 d'affilée, des origamis différents avec mon corps. Je suis sorti de là, tétanisé d'efforts, tu sais, quand tu n'utilises que la force, t'es en sollicitation musculaire. L'envie d'arrêter de vivre, comme à peu près tout le monde après son premier cours de JJB, mais déjà persuadé que jamais j'arrêterais ce truc-là, et que j'avais découvert quelque chose. Comment toi, ça s'est passé, ton premier... Je sais pas le premier, mais au début, c'est exactement ça. En fait, c'est cette ambivalence ou cette dualité entre, d'un côté, t'as cette sensation, cette émotion d'être totalement humilié, de ramener à l'humilité, vraiment ramener à zéro, d'être totalement... innocent et incompétent, inoffensif, et en même temps, tout de suite, cette flamme qui s'allume, t'as l'impression de découvrir un truc, tu te dis, attends, là, je suis en train de plonger dans un océan qui a l'air vraiment dingue, et il y a tout de suite cette passion, cette envie de progresser, cette envie de comprendre, cette envie d'apprendre qui s'allume en même temps, tu vois, les deux. Complètement. Et je serais jamais assez reconnaissant, je pense... envers que ce soit Beto ou les autres hommes de Delariva qui m'ont accueilli à mon premier cours. Alors, je dis les hommes, mais il y a aussi plein de femmes, et là il se trouvait qu'à mon cours où j'étais allé en journée, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était plutôt que des mecs, parce que je pense que c'est dans les 3/4 des clubs, mais j'ai pas tout visité, donc je sais pas, mais il y a vraiment un sens de l'accueil dans le JJB qui est particulier. On n'est pas là pour te faire des caresses et te dire tout est facile. Tu vois, c'est pas du tout méprisant pour qui que ce soit, mais c'est pas un cours de poterie hobbyiste tous les 3 ans que tu prends pour faire plaisir à l'association de ton quartier, mais t'as quand même envie de revenir. Donc c'est-à-dire qu'on te met une certaine difficulté en face, et tu en sors un peu brisé, on va pas se mentir, c'est la première fois de ta vie que t'as mal à certains endroits, mais le lendemain t'as envie de venir, tu vois. Le jour même, moi j'avais pas eu l'occasion d'avoir un kimono à mon premier cours, d'ailleurs je ne savais même pas que les kimonos
Moi, j'avais des guides de judo, évidemment plus du tout à ma taille, parce que j'étais gamin. Je savais même pas que les guides judo étaient différents des guides de JJB. J'ai vite compris pourquoi. Et le jour où je suis sorti de mon premier cours, la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est chercher à acheter un gi, parce que je voulais être cohérent dans ma démarche et m'engager avec de l'équipement, tu vois. Au-delà de notre genèse de premier cours, etc., si je te pose la question, ce que se pose peut-être la question, une partie de ton audience se pose, c'est pourquoi ça a l'air, puisque nous on connaît pas l'après, ça a l'air différent de faire du JJB et de faire du JJB en tant que ceinture blanche pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est deux trucs un peu différents, alors qu'en soi c'est la même chose, on le sait, mais pourquoi ça a l'air d'être un univers particulier, la zone de la ceinture blanche? Qu'est-ce qui le rend aussi unique et aussi éprouvant? On va pas se raconter d'histoire. Ouais. Sélectif, j'ai envie de dire. Je sais pas si cette image est vraiment la bonne, mais comme ça, ce qui me vient, c'est que quand t'es ceinture blanche, c'est comme si t'apprends à faire du vélo. Ouais. Tu peux juste essayer de rouler un peu, tomber, tu réessayes, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend plus de temps que peut-être apprendre à faire du vélo. Ouais. Et une fois que t'as passé un petit peu cette étape-là, sans forcément en plus parler que de ceinture, mais de développer certaines compétences, là, ça y est, tu peux rouler, tu peux tourner, tu peux faire demi-tour, tu peux t'amuser un petit peu plus. Ouais, exactement. Moi, ce qui me manque le plus, quand ça se passe pas bien pour moi, et ce qui m'a manqué le plus au début, c'est d'une part l'incapacité à comprendre ce qui m'arrivait. C'est très frustrant. Tu étais là, il t'arrive des trucs, tu finis pas du tout comme il faut, et tu comprends pas en fait ce qui s'est passé, même si t'en as une idée peut-être plus ou moins approximative, et de ne savoir absolument pas quoi faire dans 80% des situations au départ. Ce que j'appelle la créativité. Alors, créativité, n'entendez pas inventer des techniques, on n'en est pas encore là, Paul et moi. Je sais pas si on y sera un jour, mais c'est plutôt quelle initiative je peux prendre qui est cohérente par rapport à la situation qui m'arrive. Je me prends une montée, on l'a tous eu cette situation-là, et on l'a eu des centaines de fois. Qu'est-ce qu'on sait pas quoi foutre, on est là. Souvent, tu as cette image aussi, je crois, qui est utilisée de ceinture blanche, t'apprends l'alphabet. Un petit peu. Et ensuite, avec cet alphabet, tu peux faire des mots. Et peut-être après envisager de faire des phrases. Et ensuite faire des dissertations. Mais là, c'est... Ouais. Et en plus, l'alphabet, là, de ce que je vois, moi, c'est que tu l'apprends pas dans l'ordre. Ouais. C'est pas ABCD. J'ai même l'impression que tu sais pas où il est, l'alphabet. Il y a un alphabet. Je sais pas si tu as cette sensation-là. Ça doit varier en fonction des écoles. C'est à toi de fouiller. Il y a un alphabet. On te l'a dit. Mais où, comment donc, et tu sais même pas, au départ... Enfin, tu le sais si vraiment tu passes beaucoup de temps à te former, mais ce qu'on fait jamais quand on démarre un sport, on a tout de suite l'envie de pratiquer. On néglige, comme dans beaucoup d'autres disciplines, la théorie. D'autant plus d'ailleurs dans les sports et les sports de combat. Mais en fait, c'est comme si tu apprenais l'alphabet, mais tu te rends pas compte au départ que le A est la première lettre. Tu vois, tu tombes sur le U, et dans ta tête, le U c'est la base. Ah bah non, en fait tu vas te rendre compte que tu as appris l'alphabet à partir du U, en fait il faut... Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, tu vois des gestes... Il y a peut-être même pas d'ordre finalement dans cet alphabet. Ça, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a un ordre. Ouais. Je pense qu'il y a un ordre. Mais je pense qu'il fait pas consensus. Tu vois. Moi, je pense qu'il y en a un. Je suis persuadé qu'il y en a un, mais il fait pas consensus, donc il est pas transmissible. Tu vois. Si tu passes une demi-journée sur YouTube, tu vas voir que les grands maîtres, reconnus, ce que tu veux. Je pense que tu ressors avec autant de peut-être pas autant, mais avec une grande variété de points fondamentaux. Alors que tu pensais ressortir avec une seule version, quoi, tu vois. C'est pas du piano, le JJB. Mais parce que, par exemple, je suis pas linguiste, hein. Nous, dans l'alphabet qu'on utilise là en France, il y a un ordre de A à Z. Ah, je vois ce que tu veux dire. Si on prend le japonais, par exemple, je sais pas s'il y a d'ordre, c'est des symboles, des signes. Il y a un lot. Il y a un lot, voilà, c'est ça. Et après, tu pioches et tu fais tes propres... Nous, il y a un ordre, je pense, uniquement d'un point de vue mémotechnique. Je pense que le seul objectif de l'ordre de l'alphabet, c'est qu'il soit retenu. Je vois pas où autre il a de la valeur, tu vois. Alors que s'il y avait un ordre dans l'alphabet du JB, pour le coup, il pourrait avoir du sens. D'ailleurs, c'est un sujet que peut-être auquel vous êtes confrontés. On pense toujours qu'il y a une philosophie spécifique derrière chaque ceinture et que une mission, une quête particulière. On dit souvent que la ceinture blanche, qui est la ceinture la plus dure à obtenir, on aime bien se dire ça, les ceintures blanches, mais c'est pas faux. Le nombre de gens à qui je dis de commencer le JB pour essayer depuis des années, et qui n'y vont juste pas, en fait. Pas qu'ils sont allés, ils n'ont pas aimé. Ils n'essayent pas. Pourtant, il n'y a pas une très grosse barrière à l'entrée, on va pas se raconter n'importe quoi. Bon, mais la ceinture blanche, c'est la plus dure à obtenir parce que y a si peu de gens qui s'y mettent. Mais on dit que c'est la ceinture de la survie. Que l'objectif de la blanche, c'est d'avoir appris à survivre
et qu'ensuite la bleue c'est d'avoir appris à échapper, c'est sortir des situations complexes, et après le reste je regarde même pas parce que pour moi on n'y est pas. Mais j'ai entendu d'autres choses aussi, tu vois, j'ai pas toujours le même discours. Il y en a qui disent non, ceinture blanche, justement c'est la ceinture des échappés, il faut que tu saches te sortir de toutes ces situations. Ouais, moi ce qui m'aide aujourd'hui c'est d'avoir compris un truc que répète beaucoup John Danaher et répète beaucoup aussi mon pote Nicolas, à qui je passe Nicolas de Metacampus, de Meta Jiu-Jitsu, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut te concentrer sur être unpinnable. Donc, tu vois, les sorties de position... Ça n'a pas de traduction française, ça. Unpinnable, inagrafable. Ouais, pour ceux qui font du JB, c'est ne pas vous faire tenir par position, side control, 100 kg, montée, nord-sud. C'est le simple fait de... Vous voyez, une pin, c'est une agrafe, une punaise, ou une agrafe, ou une épingle. Quand vous mettez une punaise sur un tableau avec un papier, bah vous êtes le papier. Vous ne devez pas vous faire épingler. Si, épingler. En fait. Épingler, c'est ça. Et donc, maîtriser les sorties de position dominante. Voilà. Et la deuxième chose, c'est être unpassable. Donc, maîtriser la rétention de garde pour essayer de ne pas se faire passer la garde le plus possible. Et ces deux directions, tu vois. Il y a un troisième truc, non? Peut-être, moi, en tout cas, c'est ces deux directions. C'est hard to pin, hard to pass, et hard to tap. Je crois que c'est ça peut-être, ouais. C'est pas moi, Danaher, je pense que j'ai entendu la même chose que toi, mais je crois pas avoir retenu unpinnable, unpassable, untapable, mais vraiment genre hard to. Ouais. C'est pas, de toute façon, vous serez jamais impossible à épingler, impossible à passer. Les black belt 8 millième degré, ils se font passer leur garde à un moment donné. Mais c'est hard, genre c'est dur, tu dois dépenser un très haut taux d'énergie et d'investissement de la part de ton adversaire pour passer ta garde par exemple. Et il précise face à des personnes de niveau équivalent, bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, ces deux directions aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles m'aident à prioriser un petit peu et avancer sur ces deux trucs-là. Et du coup, ça m'aide aussi à progresser, à prendre plus de plaisir et... Dans les randonnées, les sparring, et même dans les compétitions. Il y a un message sous-jacent à cette explication-là de Danaher que je pense, il doit l'avoir développé théoriquement dans un des contenus, mais comme il est dans 1 milliard de trucs différents, on peut pas tout avoir au même endroit. C'est que si on étudie cette phrase, hard to pin, hard to pass, hard to tap, on parle uniquement de défense. Ouais. Ok. Donc, peut-être que l'état d'esprit le plus intelligent, c'est de se dire, mon premier job, et d'ailleurs il l'explique très bien là pour le coup dans un vrai podcast, c'est pas de savoir faire du JJB, c'est de savoir me défendre sur un sol de JJB, sur un tapis de JJB. Je vous conseille, alors ça je sais pas de ta posture, mais pour les ceintures blanches on n'a pas non plus la science infuse, mais je vous conseille de varier gi et no-gi. Moi ça m'a vachement aidé de varier, de comprendre que les grips sont pas toujours disponibles, mais que le no-gi a amplifié ma créativité de grip par rapport au gi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais la philosophie derrière c'est de se dire, à terme il faudra que j'attaque pour être dans une conversation jiu-jistique. Moi, j'ai regardé tu vois duquel je parle. BJJ Fanatics de Danaher sur les guard retention. C'est un BJJ Fanatics de 8 heures où il t'explique tout le concept de guard retention. Et il le précise bien. Il dit à quoi ça sert la guard retention, c'est à pouvoir attaquer. Exactement. C'est ça le but mais après. Là, c'est technique. Si tu as ta garde, c'est une position dominante, on sait qu'il peut être interprété par un œil néophyte extérieur comme une position de faiblesse parce qu'on est géographiquement, on va dire, en dessous d'un point de vue gravité de l'autre, mais en réalité, il est dans notre garde, donc on est dans une position offensive. Mais ça, c'est le côté technique, mais le côté psychologique, c'est que tant que je ne sais pas défendre et que surtout tant que je n'ai pas bâti de la confiance dans ma défense, je vais tenter des attaques, mais elles seront désespérées, très peu assuré et toujours à 20% de mon potentiel parce qu'il y aura cette crainte de dire je vais me foirer, il va me rattraper comme je sais pas me défendre. T'as complètement raison. C'est vraiment c'est Danaher vraiment qui dit ça. Une sérénité de savoir que tu peux te sortir de positions dominantes difficiles et que tu peux empêcher au maximum l'autre de passer ta garde, ça amène une confiance, une sérénité différente. Je redis aussi là que si ça se trouve, on regardera ce podcast dans 2 ans avec Basile. 3 ans, on se dira, on a dit des énormes conneries. Laissez-nous la possibilité d'apprendre. Voilà. On partage cette aventure-là et ça fait du bien d'en parler et peut-être que ça résonnera avec... N'oubliez jamais, ça c'est un truc vraiment, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Tu sais que moi j'ai pas mal de potes qui font beaucoup de contenu. On tape sur la gueule des gens qui ont des shifts de posture, d'opinion, de discours sur un sujet ou un autre. Ça concerne 100% de l'humanité,
qui a des opinions, des avis. Aujourd'hui, on va te dire un truc sur la garde, et puis dans 2 ans, on va se rendre compte qu'on avait dit une énormité. La réalité, c'est qu'on n'était absolument pas dans la capacité à l'heure actuelle de se rendre compte que c'était une énormité. Ça peut être aussi juste un changement d'avis. Et la seule différence entre des gens comme nous et les autres, c'est que nous, on rend constatable ce qu'on dit. Donc, si on change d'avis ou d'axe, ce sera aussi constatable. Donc, on s'exposera à se faire taper dessus. La seule différence avec les autres, c'est que les autres n'ont pas montré leur point A. Et donc, quand ils arrivent au point B, tu te rends pas compte qu'eux aussi, ils ont changé d'opinion, ils ont fait demi-tour comme nous, etc. Donc, tu as l'impression qu'ils sont plus intelligents. Ils le sont pas et ils sont moins courageux, surtout. Parce qu'ils montrent pas leur itération intellectuelle. Donc, dites des conneries tant que c'est pas l'intention de dire des conneries. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, renseignez-vous un minimum quand même avant d'ouvrir votre gueule. Nous, on parle de choses qu'on a l'impression d'un petit peu avoir déchiffrées humblement avec notre niveau, mais on se serait pas senti à l'aise devant ces micros-là le jour où on a commencé le JJB, tu vois ce que je veux dire ? Dans ma philosophie de ceinture blanche, moi en plus je suis ce qu'on appelle un stripeless, donc vous le voyez sur la bande noire de ma ceinture, il n'y a aucune barrette. Ça fait plusieurs années que je travaille chez Beto Ramos. Je suis pas du tout censé être stripeless à l'âge JJBistique que j'ai. On expliquera pourquoi aussi. Qu'est-ce qui va freiner une évolution de grade, en sachant que l'évolution de grade peut être extrêmement décorrélée de l'évolution tout court d'un point de vue JJB. Je suis arrivé à une réflexion à l'heure actuelle de me dire, la ceinture blanche, si je devais la résumer en une phrase, c'est faites de l'enfer, ou des enfers, t'appelles ça comme tu veux, votre zone. Pas votre zone de génie, mais il faut que vous soyez à l'aise, et c'est très Rickson Gracie comme philosophie. Ouais. C'est l'enfer, le JJB, quand t'es ceinture blanche, tu vas te retrouver quasiment tout le temps dans des positions horribles à supporter. Avant de commencer à vouloir t'en sortir et faire des dingueries en salto arrière vrillé sur une armbarre, des espaces, etc., est-ce que déjà t'es capable de tenir dans les enfers et de te rendre compte qu'en fait c'est juste, pour rejoindre un peu un sujet qui te touche, le mental en fait. Il y a des moments où tu crois que tu vas mourir, en fait non. C'est juste ton cerveau qui joue là, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est le titre du dernier livre de Rickson Gracie que j'ai écouté là en audio, Comfort in Darkness. Ah oui, il a ressorti le bouquin. Il a sorti un deuxième livre là, qui s'appelle Comfort in Darkness. Donc le confort dans la noirceur, dans le chaos, dans les ténèbres, dans le dark, dans les ténèbres. Et c'est toute l'idée. Après, lui, il fait un parallèle avec la vie, parce qu'il y a des moments de ta vie qui sont noirs, quoi, qui sont dark. On a tous traversé, je pense, des moments là. Et c'est comment tu arrives justement à garder un petit peu la tête hors de l'eau et à trouver une sorte de confort le temps que tu mettes des choses en place pour que ça change ou que tu attendes que ça change, quoi. C'est ça. Et surtout, on se fait piéger par notre corps tout le temps, tu sais, par notre cerveau, tout le temps. Pour ceux qui ont fait des efforts particulièrement difficiles de marche, de course, de compétition, de ce que vous voulez, peu importe. Il y a ce moment-là où on sait que c'est le mental, quoi. Genre, le corps, il t'envoie tous les signaux pour te dire non, non, c'est fini. On arrête. Et moi, que ce soit à l'armée ou dans le civil, j'ai vu des gens faire des trucs. J'ai vu des mecs finir des marches de 80 bornes avec un bassin fendu et un sac de 30 kilos, des conditions météorologiques horribles. Enfin, c'est après que tu dis, attends, il a fait ça, le gars, tu vois, genre, c'est possible physiquement. C'est pas des trucs genre, ouais, il a gravi l'Everest avec ses petits doigts. Ça, c'est bien, mais c'est pas des choses qui sont qui sont impressionnantes par le critère, c'est qui sont impressionnantes par l'accomplissement. Ça, je l'appuie beaucoup sur il y a c'est pas un mantra, mais un truc que je me suis tatoué dans le cerveau. J'aime bien utiliser cette expression. Je me suis tatoué un truc dans le cerveau, c'est rien n'est permanent. Ça fait très phrase de développement perso à la con. Et particulièrement quand on parle de physique et de mental, il n'y a pas de douleur permanente, il n'y a pas de situation ténébreuse permanente. Il y a juste votre cerveau qui croit qu'elle va être permanente et qui vous dit, c'est comme votre corps qui vous envoie des signaux de faim et tout parce qu'il pense que vous êtes dénutri et que vous allez rester dénutri pendant toute votre vie et qui vous pousse hormonalement et intellectuellement, psychologiquement à déclencher une action qui va contrecarrer cet état-là qui ne lui convient pas. Quand vous avez, j'embrasse très fort tous les gars avec qui je tourne à Del Riva, mais par exemple un Abdul, alors pas Abdouragimov, mais je ne vais pas citer son nom, mais un autre Abdul de chez nous qui est un gabarit plus costaud que le mien, qui lui maintenant est passé bleu, comme tu disais, il a quitté le navire, qui est un super mec, qui m'a toujours donné des bons conseils et beaucoup de bienveillance, qui est plus lourd que moi, qui doit faire au moins entre 10 et 20 kilos de plus que moi. Quand il est en montée haute sur ma gueule, pour ceux qui voient tout le monde voit ce que c'est sur le podcast, mais et que là il tient la position et qu'il joue l'asphyxie, tu vois ce que je veux dire, il est pas en train de prendre des initiatives, mais il va laisser juste la pression s'appliquer. Il y a 9 mecs sur 10 qui sont déjà dans une angoisse très élevée parce qu'ils sentent la raréfaction de l'air,
le poids sur le périmètre thoracique. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas une sensation où ton corps te dit « Oh, chill !» Et pourtant, je peux tenir 1 heure comme ça. Bon, lui, il va pas rester 1 heure, et un combat durera pas 1 heure, mais faites-le. Tenez 1 heure comme ça, une fois que vous l'aurez cliqué, tu diras « Je tiens 1 heure ». Tu crois que 2 minutes, ça va me poser un problème? C'est pas pour vous dire, faites tous vos combats comme ça, c'est pas le but, mais si déjà, c'est pour rejoindre un peu ce qu'on disait avec Tanaher, si déjà t'es bien, t'es serein, parce que tu sais que là, ce qu'il est en train de t'imposer, bon, rester trop longtemps, c'est aussi prendre des risques, mais ça nécessite pas de te mettre à 200 de BPM en stress, en se disant que ta vie va s'arrêter, parce que tu sais que t'as tenu le truc plus longtemps, tu vois. Mais le truc, c'est que quand on parle de dépassement de soi, de goût de l'effort, il s'agit de ça, là. T'as pas d'autre choix que de te mettre dedans si tu veux progresser, tu vois. C'est pas théorique, tu peux pas progresser là-dessus dans des livres, et tu peux pas progresser là-dessus quand t'es un petit peu en dessous de cette limite. Il y a qu'en te mettant dans le feu, qu'en te mettant dans le rouge, que tu progresses là-dessus, tu vois. Ouais, il faut aller dans le feu, t'as raison. Il faut s'y mettre. Il y a que quand t'es dans le rouge, que t'es confronté au truc, que là, tu peux développer de nouvelles compétences pour augmenter ton seuil de tolérance à l'effort, à la douleur, au dépassement de soi. Et c'est important de dire aussi, je pense, de le préciser, que quand on s'entraîne, je pense, en JJB, il faut pas chercher ça tout le temps. Parce que moi, à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. Ma quête était vraiment la quête du dépassement de soi, du goût de l'effort. Dans le JJB et dans tout le reste, dans toutes les activités physiques et sportives que je pouvais faire. Il y a une dissociation, je pense, importante à faire dans ton propos. Après, je te laisse le développer. Il faut bien différencier la recherche permanente du dépassement de soi, que je connais autant que toi, donc je vois le vice, et la recherche de l'inconfort. La recherche de l'inconfort, elle est toujours saine, et elle vous fera toujours progresser. C'est tout à fait l'état d'esprit Rickson Gracie. C'est beaucoup plus ça, son état d'esprit, que l'état d'esprit, le dépassement pour le dépassement, même si, évidemment, ça vient avec. Mais celui qui va chercher, comme nous, on a pu le faire bêtement, à se mettre que dans le dur, pas d'un point de vue confort technique et compréhension, mais d'un point de vue douleur physique, saturation de fatigue, etc., on va le payer, bigorexie sur entraînement, rupture, blessure et dépression, parce que c'est un peu ça le schéma. Alors que celui qui va se mettre que dans l'inconfort, il n'est pas obligé d'accompagner ça de saturation et de dépassement à outrance. Exact. Par contre, comment tu fais, toi? Est-ce que, par exemple, tu dis aux gens avec qui tu tournes, viens, on commence en montée? Comment tu provoques une situation d'inconfort intentionnellement, sans desservir le mec avec qui tu t'entraînes, qui n'a pas du tout envie de te donner cette position-là, sans l'avoir mérité lui-même, tu vois, sans l'avoir conquise lui-même? C'est délicat, hein, parce que sinon, tu fais quoi? Tu fais comme tout le monde, tu rolls, tu tournes avec tout le monde, et en fait, chaque roll est un combat et que tu essayes de gagner, quoi. Et tu travailles pas, en fait. Moi, voilà, les 6 premiers mois de JJB, c'était ça mon mindset. Je pensais que chaque sparring était une guerre qu'il fallait gagner. Ça marche pas. Tu te fais mal, tu te blesses, tu progresses pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas marché pour moi. Ce que j'ai mis en place ensuite, et qui m'a plus aidé à progresser, c'est de commencer chaque sparring, chaque entraînement et puis chaque sparring, chaque randori avec un objectif bien précis, bien spécifique. Et j'allais travailler sur cet objectif dans cette direction et concéder le reste. Tu peux donner un exemple simple pour par exemple, là, dernièrement, au mois d'août dernier, je me suis dit, ok, j'ai envie d'améliorer ma rétention de garde. J'ai commencé tous mes sparring sur le dos. Voilà. Donc tu présentais la garde posée dès le départ. C'est ça. Et après, j'essayais au maximum de faire de la rétention de garde sans même chercher forcément à sweeper ou à soumettre ou quoi. Juste rétention de garde. Et je commençais à chaque fois mes entraînements, mes rétention sparring de garde comme ouverte, ça. Majoritairement, tu voulais dire plutôt Ouais, moi c'était en double sleeve. Voilà, une rétention de garde. Et c'était que ça. Et pendant des mois, j'ai fait que ça. Et j'étais concentré sur que ça. Et j'ai vachement progressé là-dessus. Je l'ai vu lors de la dernière compétition que j'ai fait, où sur la rétention de garde, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Bien sûr, tu progresses pas forcément sur tout le reste. Et aussi, il faut accepter qu'au début, comme je commence tous mes randoris sur le dos, en essayant de pas me faire passer la garde, mais j'ai pas encore les compétences, je me suis fait passer la garde un nombre incalculable de fois. Je me suis retrouvé en 100 kilos et c'est chiant. Et voilà. Et de moins en moins, et la rétention, elle s'est améliorée comme ça, tu vois. Tu couples ça. Alors, c'est marrant parce que c'est un conseil qu'on va donner dans tous les sens. Moi, je passe ma vie à hurler sur les sales. Donc là, pour le coup, je sais que une grosse partie de l'audience ne comprend pas ce terme-là parce que c'est pas la cam. Les sales, c'est les vendeurs, les commerciaux dans les boîtes. Alors, eux, ils se filment pas, mais de s'enregistrer, putain. Si vous vous enregistrez pas, vous pouvez pas voir ce que vous faites mal. C'est délicat dans certains clubs, mais si vous pouvez vous faire filmer, alors il faut se faire filmer de préférence parce que
tu peux te dire dans ta petite tête que tu pars là et que tu vas rester dans le cadre de ton iPhone. Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Mais se filmer, moi, pour te dire, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Ouais. Tu vois. Si, c'est top. Non, mais ce qui est top, c'est que au début, surtout si vous êtes du club, hein, vous allez voir des trucs que vous ne pouvez même pas soupçonner que vous faites. Mais qu'est-ce que je fous? Ouais, et c'est factuel, ça ment pas. Et voilà, et là, c'est record par la caméra. Ouais. Et là, une fois que c'est dans votre cerveau, c'est terminé, les gars. Plus jamais, normalement, plus jamais, vous allez vous laisser faire ce truc-là sans en être conscient. Ouais. Non, c'est un super outil. Je l'ai fait lors de ma dernière compétition aussi. J'ai réussi à faire filmer tous mes combats, à les envoyer à certaines personnes. Par exemple, le regard extérieur qui est... sur cette compétition, en plus, j'avais essayé de... Je voulais amener au sol, faire tomber, faire du judo. J'avais une technique en tête. Bon, j'ai pas réussi ça, tu vois. Je l'avais peut-être pas assez travaillé. Et dans mon entourage, j'ai des ceintures noires de judo. Je leur ai envoyé. Je leur ai dit, regarde, il y a un problème, ça a pas marché. Et j'ai eu des super feedbacks sur ce truc-là. J'ai envoyé à quelqu'un d'autre en disant, ah regarde, je sais que sur ce passage, toi, t'es compétent, tu connais bien sur cette technique-là. Qu'est-ce que tu identifies, tu vois? Et des gens compétents qui ont une grosse expérience dans le jeu, bah, ils te disent directement où est le problème. Et comme tu dis, tu peux plus... Ça saute aux yeux. Ouais. Donc vraiment, si vous avez la capacité à vous faire filmer ou à filmer, faites-le. Il y a des clubs où peut-être c'est... Enfin, personne ne vous empêchera de vous filmer. Ça regarde personne. Par contre, il y a quelqu'un avec vous, déjà, et puis il y a les autres autour, et puis tu la fous, ta caméra, tu vois. Ouais. Ça va vite faire chier, je pense, des gens dans des petites salles. Dans les grandes, ça peut aller vite. Mais si c'était dans un monde parallèle où tous les clubs de JJB avaient un budget illimité, moi, je foutrais 4 à 5 caméras 360 en hauteur, fixées en hauteur, au-dessus de tous les mats de JJB pour que tout le monde puisse voir. Ou tu peux aller choper peut-être sur le site après. Exactement, à la fin, vraiment, alors là, je te dis caméra 360 tout, mais juste déjà, j'ai tourné dans un club à Vanves où le maître mettait son iPhone sur un trépied dans un coin. Bon, un cours sur deux, il y avait un mec qui arrivait dedans et qui faisait tomber l'iPhone en scred et qui essayait de pas se faire monter en l'air par le... Je rigole, hein, mais vous avez compris. Et qui l'envoyait aux pratiquants vraiment régulièrement. Moi, j'ai jamais demandé à récupérer les vidéos, mais je pense que si j'avais demandé, ils me les auraient envoyés. J'avais trouvé ça très très smart. Par contre, il y a une chance sur 100 que tous vos combats soient dans le champ. C'est impossible. Donc ça, très bon conseil. Le fait de se faire regarder par un black belt, là c'est plus l'expression, un aguerri, il va vous donner des infos que vous n'êtes pas encore capable de synthétiser vous-même par votre esprit, mais n'ayez pas peur d'analyser vous-même votre travail. Évidemment, vous n'avez pas la pédagogie et la science qu'a un black belt, mais vous voyez déjà des choses. C'est comme les premières personnes, les gens à qui je fais écouter pour la première fois leur call de vente. Ils détectent quoi tout de suite? Leur tic de langage. J'ai pas besoin de leur amener un docteur, un triple doctorant en sciences humaines pour qu'ils le détectent, tu vois. Et en plus, ce sont les plus à même de les détecter parce qu'en général, on peut pas se blairer, on va être beaucoup plus dur avec nous-mêmes que tendre, surtout dans une optique martiale. Donc, on va vite aller chercher les défauts basiques, on va vite les trouver. Donc, rien que ça, déjà, vous avez gagné un truc. Après, pour aller chercher de la finesse, de la technique, de la nuance, de la subtilité, moi, j'adore un mec pour ça. C'est Jean-Jacques Machado. Je sais pas si tu suis Jean-Jacques Machado. Je vois, ouais. Écoute, Jean-Jacques Machado, à les suivre, c'est peut-être un des top 10 en termes de grade. Enfin, c'est un des plus anciens. C'est un des pionniers. Je crois que c'est le cousin des Gracie. Enfin, je savais pas, il est lié au niveau de la famille. C'est le cousin, il est facile à identifier, Jean-Jacques Machado, déjà parce qu'il a un blaze français qui est incroyablement exotique dans cet environnement-là. Et il a, le pauvre, une maladie congénitale. Et tu sais, il a une des deux mains. 2 ou 3 doigts, non? Ah non, il y a la moitié de la main. Il a pas la moitié de la main. Ouais. C'est-à-dire, il a le pouce, c'est ça. Ouais. Et il a développé... Enfin, tu vois son jeu de JJB, mec, mais c'est... En fait, on n'aurait pas dû le dire. Si tu regardes Jean-Jacques Machado filmer un peu de loin, comme tu filmes un combat, hein, et tu ne vas jamais comprendre qu'il a une main sur deux. Enfin, une partie d'une main sur deux. Et après, quand tu te rends compte, tu hallucines sur ce qu'il arrive à faire. Ce gars-là a une capacité encore supérieure à tous les autres, je pense, à te dire les mots les plus assimilables et logiques possibles. Et les plus belles vidéos de Jean-Jacques Machado, c'est celles où il corrige des black belts très gradés. Donc il a des cours où il a que des black belts à 3, 4, 5 degrés, et il leur donne un cours pour progresser encore plus, tu vois. Donc les corrections qu'il donne, elles sont à un level pas possible, et cependant, il les donne avec des mots que tu comprends en tant que ceinture blanche. Je trouve ça incroyable de pédagogie.
Et enfin, je vous invite à regarder. Il explique le contrôle sur la garde quand tu es en garde fermée au sol. Enfin, sur la garde fermée. Le contrôle de la garde fermée quand toi, tu as ta garde, il est dans les coudes de ton adversaire. C'est-à-dire, ton adversaire, il a une connexion avec toi. Tu peux détruire sa force juste en bougeant ses coudes. Ouais. Alors que moi, à aucun moment, je serais allé faire ça. Enfin, tu vois, chercher genre le col, casser la ceinture et tout. Si le gars commence, tu sais, à juste amorcer un reposturage ou un début d'élévation, tu prends ses coudes et tu les tires vers toi. Tu vois, il va tomber instantanément, comme si tu lui avais enlevé vraiment une cale, tu vois. J'y ai pas cru la première fois que je l'ai fait. Et en fait, c'est vraiment... Il y a que les black belts comme lui qui peuvent te donner ce genre de tips-là. C'est pas ça qui va aider les ceintures blanches à gérer un jeu de ceinture blanche, à évoluer. Ça, c'est plutôt du tips de... C'est la cerise, tu vois. Mais c'est divertissant. Moi, dernièrement, j'ai découvert Henry Atkins. Henry Atkins, c'est un des élèves de Rickson Gracie. Et qui est vraiment dans cette... Ils appellent ça le jujitsu invisible. Cette espèce de truc où c'est en fait la question vraiment d'angle, de répartition du poids qui va faire une grosse différence. Gravité, pression, posture. Ouais. Répartition du poids, ils appellent ça weight distribution. Ils parlent beaucoup de ça, Henry Atkins. Et c'est vrai que c'est des petits détails, des petits ajustements qui, pareil, j'ai pu essayer d'expérimenter, d'implémenter. Tu dis, ah ouais, il y a quand même, ça révolutionne pas le truc, mais ouais, il y a une intention différente, la direction, et ça t'aide. Et ouais, Henry Atkins, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai bien kiffé aussi, des petits conseils comme ça. Ouais, incroyable. Là, juste avant d'enregistrer, on regardait des vidéos que j'ai de De La Riva, et je te parlais d'Anatole Rubin, qui est un de nos pratiquants ceinture violette, de judo également, mais qui est ceinture violette de JJB et qu'on embrasse de La Riva. C'est un des mecs qui m'a aidé à comprendre que je ne comprenais rien à la pression quand j'étais au-dessus. Ouais. Moi, j'ai de la force, j'ai de la masse par rapport à un mec qui est dans mon gabarit. Évidemment, si tu m'amènes un poids lourd, j'ai une masse de feuilles mortes. Et je peux appliquer une très grosse pression en étant dessus, mais je voyais très bien que cette pression-là, dès que j'étais sur quelqu'un qui savait la gérer, c'était juste une anecdote à gérer de plus, tu vois. Sur un néophyte ou quelqu'un qui n'est pas en mesure d'eux, c'était verrouillé, quoi. Et parce que j'utilisais de la force et que je pensais utiliser intelligemment la gravité, j'allais nulle part. Et lui, il m'a juste expliqué, en fait, c'est mettre la pression au bon endroit, à l'endroit qui va empêcher l'initiative d'élévation, et l'aplanir le plus possible. Tu vois, c'est comme si tu voulais te coller au sol, mais vraiment comme si tu voulais coller une bande de scotch au sol. Bah, ton corps, il doit être un peu pareil, mais il faut garder cette concentration de la gravité à l'endroit le plus tactique. Ouais. Donc si forcément tu es sur quelqu'un que tu viens lui mettre une pression un peu trop haute, tu sais que tu vas libérer de l'énergie et de l'espace de travail sur le bas. À l'inverse, c'est trop bas, c'est trop haut. Il y a cet endroit qui est le juste milieu qui rend impossible toute initiative, tu vois. Et ça, faut que tu l'aies essayé. Évidemment, ça change d'individu à un autre, mais quand consciemment tu sais que tu cherches à faire ça, à venir écraser le bon endroit, tu mets 10 fois moins de force et tu rends 10 fois plus compliqué la situation pour l'autre. C'est le combattant dont tu parles est malvoyant, c'est ça ? Anatole est malvoyant. Alors je ne l'ai pas précisé, mais parce que est-ce que ça a pu l'aider ? Je te dis ça parce que tu sais, moi j'ai été éducateur spécialisé et j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Institut des jeunes aveugles. Okay. Donc je m'occupais de l'internat des jeunes aveugles. Et c'est pas un mythe, ils développent des capacités sensorielles hyper fortes dans d'autres sens. Par exemple, ils pouvaient reconnaître les gens au bruit de leurs pas. Wow. Quand tu arrives dans une pièce, le bruit de tes pas, ils reconnaissent. Ah, ça, c'est les pas de Paul, tu vois. Ils savaient. C'est incroyable. Et c'est peut-être donc forcément, déjà, d'un point de vue proprioception, je pense qu'ils ont je leur souhaite en tout cas, peut-être des capacités supérieures aux nôtres, d'autant plus dans les sports de combat. Anatole... Je pense qu'il a une manière d'être attentif au jeu de son adversaire qui lui est particulière. Je ne saurais pas t'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que moi, il m'a fait taper un nombre incalculable de fois et que je te disais, il est très friand des chokes au lapel, au col. Mais oui, faudra en parler avec, du coup, peut-être qu'un jour tu pourras l'inviter. Anatole, c'est vraiment un super mec qui a en plus un verbe assez intéressant. Donc, il est très drôle et très, très sympa comme partenaire. Mais oui, il y a forcément une compensation cognitive, on va appeler ça. Forcément, si parce on peut pas... il faut être... Parfois, on te conseille aussi de fermer les yeux un peu quand tu fais des sparring, des randonnées, pour être justement dans le ressenti
Dans la de ce proprioception qui se pure, passe ouais, quoi, dans ouais. la proprioception, dans le timing. Là où peut-être Il y a des gens qui nous, on pratiquent se vraiment Ouais. en yeux fermés tout le temps. Ça se voit. Hein. Ouais. Enfin, j'en vois pas. Dès l'arrivée, j'ai pas en tête, mais le maître dont je te parlais là tout à l'heure, avant, qui pose un trépied avec un téléphone, il est beaucoup les yeux fermés. Hein. Ok, Il est vraiment. Bon, c'est il fort. est moins à l'initiative que les gens à qui il apprend, qui eux sont censés tourner. Quand tu tournes avec le maître, t'essayes de montrer que t'as du jeu. Donc il est plutôt dans la réception du jeu de l'autre. Mais ouais, je l'ai beaucoup vu avec les yeux fermés. Mais ouais, très intéressant. D'un point de vue stickiness à la discipline, le côté ne pas se décourager, ne pas décrocher. Quels sont les ennemis de la ceinture blanche? Peu importe jusqu'à où, c'est pas qu'ils vont changer quand tu vas devenir ceinture bleue, mais quels sont tes ennemis à toi? On va pas dire les ennemis de toutes les ceintures blanches du monde, en tout cas tes ennemis à toi. C'est quoi tes ennemis à toi, Paul, qu'on failli peut-être à certains moments te priver du jiu-jitsu ou te donner envie de te mettre à la danse classique ou à autre chose? Je pense qu'il y en a un, moi, que j'ai ressenti, hein, c'est à un moment donné de chasser la ceinture plutôt que les skills. Ça, c'est un piège, c'est un écueil dans lequel je suis tombé directement quand j'ai commencé. Voilà, pareil, les 6 premiers mois, la première année, où mon seul objectif, en fait, était cette ceinture. Confondre le grade et la progression. Ouais. Et donc, perdre de vue totalement la progression, qui est le plus important, en fait. Une fois que tu as remis ça dans l'ordre, tu te dis... Ah mais en fait je m'en fous de cette ceinture. Ce que je veux c'est progresser en jiu-jitsu, développer des compétences, être capable de faire des choses sur le tapis. C'est ça le plus important. Mais ça je pense c'est un écueil dans lequel je suis tombé. Voilà, dans lequel peut-être c'est facile de tomber parce qu'il y a ce système-là et que ça donne envie, quoi. Ça stimule aussi l'ego, tu vois. Donc ça, mais ça m'a pas forcément après donné envie d'abandonner, mais ça a pu générer de la friction quand même. Ouais. Oui, quand je disais... abandonner, c'était pas forcément d'être à 2 doigts de désinscrire, mais oui, la frustration. Hein. C'est un sport qui est frustrant quand tu le débutes. Enfin, toi, il y a un moment où t'as pensé à... Arrêter, non. Arrêter ? Ah non. Arrêter jamais, mais moi, mes ennemis, ils ont été différents de celui que t'évoques. Par contre, ils m'ont beaucoup plus mis à l'amende. Le premier, ça a été les blessures. Attention, il y a évidemment une part des blessures qui ne nous est pas incombable. La plus grosse blessure que j'ai encaissée à l'heure actuelle en jiu-jitsu, c'est une fracture sternale, donc du sternum. 4e semaine de pratique du JJB. Ah ouais, okay. Bienvenue. Accidentelle, 100%. Donc, ni de ma part, il n'y a pas la moindre responsabilité, ni de la part du pauvre partenaire, qui est un mec adorable du club, qui n'a absolument pas fait exprès, qui était, on peut même pas dire désolé, il était dévasté presque d'avoir blessé quelqu'un. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien de pire qui peut arriver à un pratiquant sain de JB que de blesser un autre mec. Enfin, je pense que même se blesser soi-même, je pense qu'on l'encaisse mieux. Alors, sur le long terme, on l'encaisse moins bien, on est moins heureux. Moi, franchement, ça me foutrait vraiment en l'air de savoir que j'ai pété vraiment un gars. Alors, blessure, je parle d'une blessure costaud. Fracture sternale, pour te donner le cumul, c'est 8 mois d'arrêt au total, mais j'ai été très con, donc je suis revenu trop tôt plusieurs fois, parce qu'en plus au départ on n'avait pas identifié que c'était une fracture sternale, on pensait que c'était une fracture costale, parce qu'il y avait des fractures costales en plus de la fracture sternale, tu vois. Ce qui est souvent le cas, hein. Sur le grille costal, tout est un peu communiquant. Ça a été vraiment, peut-être un des moments les plus frustrants de ma vie, d'avoir été complètement sous le charme de cette discipline-là. J'ai compris en fait, au bout de très peu de temps dans le JJB, que je n'allais jamais trouver la fin du couloir. Tu vois, que c'est un jeu infini. Ouais. Avant qu'on me l'explique, je le sais encore plus aujourd'hui après avoir parlé avec un nombre incalculable de pratiquants de jiu-jitsu plus ou moins avancés, en ayant écouté tous les GOAT du terme. J'ai compris que c'était un jeu infini, mais je pense que je l'avais senti instinctivement. Hein, je te parle pas de l'avoir théorisé au départ, et m'être privé de ça, ça venait en plus magnifiquement compléter ma routine sportive. Je trouvais que ça venait donner du sens à mes entraînements, à mon renfo, à mon cardio et tout. Mon deuxième grand ennemi, là où j'en suis 100% responsable, sans pouvoir non plus n'être que coupable, c'est, et je pense que c'est ce qui donne 80% des passages de grade, la consistance. Si tu ne peux pas ou ne veux pas être consistant, je pense que tu n'as aucune chance, je te parle même pas des grades, de progresser en JJB. Vraiment, il y a certainement des exceptions qui peuvent me faire avoir tort, mais c'est justement ce qui confirme la règle. Moi, j'ai été inconsistant par blessure, mais ça on le met de côté, par géographie. J'ai déménagé à Dubaï, je vivais entre Dubaï et Paname.
mais pas le Paris Centre où tu vas trouver des clubs un peu facilement. J'étais un peu excentré. À Dubaï, j'ai mis 6 mois à me rendre compte qu'il y avait un club de JJB pas trop loin. Par contre, regarde les tarifs, tu vas vite bégayer. Et tu reviens au bout de 6 mois, 8 mois dans ton club. Coucou Beto. Bah, pour Beto, t'as arrêté le JJB pendant 8 mois. Alors, à aucun moment, il va te décourager à reprendre, au contraire. Mais c'est pas pour autant qu'il va t'encourager artificiellement en te donnant des avancements que tu n'as pas. Premier ennemi, la blessure. Pourquoi je le mets en ennemi? C'est que vous êtes votre seul et unique gardien à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas la blessure, c'est la gestion de la blessure. La gestion de la blessure. Moi, je me flagelle encore aujourd'hui d'avoir été un piètre gestionnaire de la blessure au départ. Ouais, mais j'ai envie de te poser la question du coup. Selon toi, aujourd'hui, quels sont les avantages à avoir connu ces deux ennemis dont tu parles? La blessure et le fait de bouger et du coup de pas être régulier. C'est quoi les avantages que t'en tires aujourd'hui de ça pour ta progression aujourd'hui dans le jiu-jitsu? C'est une putain de question, on va le dire comme ça. Okay. Tu connais l'interview du coach de football américain qui dit « This is a heck of a question ». C'est un gamin de 5 ans qui lui pose. Ouais. Quand il y a une très bonne question qui vous est posée, marquez-le. Mais ça, ils se disent tout le temps, c'est une très bonne question parce que c'est un truc qu'on nous apprend. Mais là, c'est sincère. La question de Paul est incroyable. Les avantages que je tire d'avoir été blessé très fort, très tôt, très vite. Bon, on va quand même contextualiser. Je sais pas exactement si je pense qu'on a le même âge, mais moi j'avais la trentaine passée. J'ai malheureusement beaucoup déconné avec mon corps. Pas dans un point de vue inconscient, mais j'ai été tirer mon corps dans des extrêmes pas forcément les plus intelligents et sains. Et j'avais pas un background athlétique, comme certains peuvent l'avoir, où ils ont très petit, très tôt appris à appliquer une hygiène de vie et de récupération qui fait qu'ils se préservent quand même d'eux. Donc je sais que j'ai des très grosses failles à certains endroits du corps, mais j'en avais d'autres encore pas identifiées. Donc je suis pas un soldat de titane, contrairement à ce que tu vois. Des fois il y a des apparences externes qui te donnent l'impression que il y a des choses qui peuvent te donner l'impression que X personne est un Golgoth d'un point de vue extérieur. Ce que tu sais pas, c'est que il a une épaule. Tu mets un coup dedans, le type il part 3 mois à l'hosto, il a un rein en moins. Tu vois. Donc c'est pas l'aspect qui fait la solidité du bonhomme. Et à l'inverse, t'as des mecs qui arrivent un peu skinny fat, tu vois, machin. C'est des bouts de bois, tu vois. Ce que la blessure m'a enseigné, c'est simplement qu'elle est là quand elle veut. Elle arrive. C'est comme bon, je vais faire un parallèle un peu facile, mais on s'est tous fait frapper par la disparition de proches. Je te parlais d'une dame juste avant l'enregistrement qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui elle a vécu presque 100 ans, donc tout va bien. Mais on a tous enterré malheureusement des gens beaucoup trop tôt. C'est cette phrase qui revient toujours, c'est comment la minute avant, dans 99% des décès, comment la minute avant, tu pouvais absolument pas le prédire. Évidemment, si tu meurs des fins d'un cancer qui a duré 10 ans, bon, c'est tout aussi horrible, voire même plus, mais tu le savais. Mais quand tu t'es pris le bus 182 en pleine tête, en traversant trop vite à 22 ans, en allant chercher un taf, la balayette, elle est plus costaude, pourtant c'est la même. C'est la même. Et bah la blessure, c'est pareil. La blessure, elle te tape quand elle a décidé de te taper. Par contre, comme la mort, tu peux faire beaucoup de choses pour essayer de t'en éloigner. Tu pourras jamais t'en préserver. Le seul moyen de te préserver de la mort, c'est de ne jamais vivre. Le seul moyen de ne pas te blesser en JJB, c'est de ne jamais faire de JJB. Par contre, tu peux installer des barrières, des petites protections. Tu peux aussi faire connaissance avec... Alors, pas avec la mort, je te déconseille, même si c'est ce que je recommande à beaucoup de gens. Si vous voulez être le moins... là, c'est plutôt là, je suis un peu en train de digresser, mais si tu veux être le moins impacté possible par les morts, il y a un moment donné, il faut pratiquer. C'est-à-dire que si tu n'as jamais assisté à des funérailles de ta vie, que tu n'as jamais perdu quelqu'un de proche, ou que tu es passé proche de la mort aussi, ou que tu es passé proche de la mort, c'est normal que la première fois, ce soit particulièrement costaud. Et bah, dans le JJB, c'est pas aller faire connaissance avec la blessure. Tiens, aujourd'hui, je vais me faire péter le bras. Mais va parler avec des mecs qui se sont, ou des dames qui se sont arrêtées 1 an et demi parce qu'elles se sont pété le poignet. Va parler avec des gens qui se sont blessés dans d'autres sports, avec des gens qui se sont blessés non pas par l'accident, mais par la fatigue. Ça, on en parle rarement. La plupart des blessures sont pas des blessures de trauma, enfin de, comment dire, de rupture. Ouais, la traumatologie, on appelle ça. Mais des blessures de fatigue qui sont, dont le contexte n'est favorisé que parce qu'il y a trop d'entraînement, trop de volume, trop peu de concentration. La blessure, elle m'a enseigné de lui prêter attention et de la respecter comme ce qui pour moi est en haut de toutes les forces dans le monde et dans la vie, c'est le temps. Le temps, c'est le seul adversaire que tu peux pas combattre. Le temps, il t'écrasera quoi que tu fasses. La blessure, je dis pas qu'elle est au même niveau que le temps, mais ne crois pas que tu vas la dominer, la blessure.
Donc c'est pas subis là, mais apprends à faire avec et à t'en préserver. Comment on se préserve d'ailleurs de la blessure quand on a une bonne ceinture blanche bien conne, comme j'ai pu l'être, où on a déjà une certaine... de toute façon, chacun interprète les propos de chacun comme il veut, mais sans avoir développé de virilité combative par la vie, les expériences, ce qui n'est pas du tout un défaut à mon sens. C'est très sain d'être combatif dans ce qu'on fait. Il faut juste pas être con et pas nuire à qui que ce soit. Quand tu es sur un tatami et qu'un mec de 10 kilos plus que toi qui te roule dessus, c'est bien d'être combatif. Quand on est ceinture blanche, inexpérimenté, qu'on sait pas ce qu'on fait, on sait pas qu'on est dangereux pour nous-mêmes et pour les autres, comment on se préserve au maximum de la blessure? Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement? Waouh. Parce qu'il y a des choses. Pour le coup, je suis pas du tout la bonne personne pour répondre à cette question, parce que moi, pareil, je suis tombé dans cet écueil. Mais qu'est-ce que tu as appris cet écueil? Peut-être qui aujourd'hui pourrait se concrétiser par des conseils. Ce qui m'a appris cet écueil, c'est qu'en fait, dans ton entraînement, dans ta recherche de performance, il y a des temps délimités pour travailler le dépassement de soi et le goût de l'effort, dans un cadre délimité, des temps délimités pour travailler la progression technique, la progression. Et en fait, ce que je pense, du coup, c'est qu'il faut segmenter. Il y a un hermétisme entre les deux. Séparer. Là, je me mets tarif, je me mets dans le rouge, je développe cette compétence, cette qualité de dépassement de soi, de goût de l'effort. Là, je suis là pour progresser sur des aspects technico-tactiques du jeu. Là, je suis là pour bosser sur un aspect physique, sur un aspect mental, tu vois. Mais le compartimentage. Compartimentage. L'écueil dans lequel je suis tombé, c'est que chaque occasion de faire du sport, en fait, de bouger, c'était la guerre. C'était une superbe occasion pour aller tester mes limites en termes de dépassement de soi et de goût de l'effort. Ce qui est génial, ce qui m'a fait progresser mentalement, qui me permet aujourd'hui d'aller chercher des niveaux de douleur, d'effort très importants, mais qui au niveau articulaire était juste désastreux, tu vois. Parce que je pense qu'il faut avoir des temps réservés pour ça et que tu peux pas faire que ça. Sauf si tu es dans une recherche à la Goggins. Et lui, c'est sa quête de vie. Et Goggins, il fait que ça. Il a plus de genoux et plus de chevilles. Et puis voilà. Mais si tu cherches la performance sportive, notamment en compétition, ça passe par une progression, bien sûr, mentale sur le dépassement de soi, le goût de l'effort. Mais surtout sur une progression technique, tactique. Tu vois, il faut progresser sur ces 4 piliers de la performance sportive qui sont la technique, la tactique, le physique et le mental. Et avoir un entraînement bien pensé, bien réfléchi pour chacun de ces piliers-là. Tout à l'heure, je te demandais des conseils. C'est pas des conseils, c'est des déductions d'expérience. Donc, gardez bien en tête que rien de ce qu'on dit n'est vrai tant que vous l'avez pas vérifié. Tu vois, là où, si demain, c'est des gros black belt 14e degré, ce qui n'existe pas, qui vous disent quelque chose, prenez peut-être le plus comme un vrai conseil prêt à manger, entre guillemets. Je pensais à, par exemple, il y a un vrai dilemme que j'ai eu, et je pense que tous les pratiquants de JJB ceinture blanche aguerris, qui ont de la force, de la puissance physique, ont le même problème. C'est l'arbitrage de est-ce que est-ce que je mobilise ma force ou est-ce que je la désactive complètement? Pourquoi c'est un dilemme? Les gens comprennent pas pourquoi c'est un dilemme et pourquoi on a du mal à sortir de ce cul-de-sac là. Parce que tout le monde te dira la même chose. Mais il n'y a pas de force dans le JJB si tu veux faire du rangé. C'est faux. Je le tiens pas de mon expérience, je le tiens de champion. Il y a évidemment de la force dans le JJB, mais elle peut pas être c'est pas un socle. C'est pas quelque chose sur lequel on met d'autres trucs. C'est quelque chose qui vient en plus et qui vient presque décupler un exhausteur, qui vient augmenter en fait le potentiel de tous les autres aspects qui eux sont fondamentaux, la tactique, la technique, le mental et le physique. Mais le dilemme de ça, on va appeler ça le dilemme de la ceinture blanche forte physiquement, c'est l'adversaire. Pourquoi? Quand t'es ceinture blanche, t'as un peu honte. C'est pas de la honte, mais t'es gêné d'être chiant à tourner avec pour l'autre. Moi, je me suis vu 1000 fois dire à des gars, à la fin en se saluant, et désolé si ça n'a pas été passionnant pour toi. Quand je dis désolé, je sais pas, oh là là. Peut-être que t'as pas passé 6-7, enfin, peu importe, t'as peut-être pas passé un moment incroyable. L'autre, en général, il s'est même pas ça lui a même pas tapé l'esprit, tu vois. Mais toi, dans ta tête, tu dis, putain, le mec, il vient de s'emmerder pendant 6 minutes. Déjà, ça regarde lui, pas toi. Donc on a cette gêne-là qui nous pousse à faire preuve de plus de productivité pendant le rôle, mais comme on n'a aucune créativité, aucune capacité, on transforme cette intention noble de productivité, de créativité en force. Et donc, je veux en venir où? Moi, je suis dur à faire taper.
faut surtout pas dire ça dans un podcast, parce que T'es demain, mort. tous les mecs vont venir te me T'es dire, mort. en vrai, vous avez raison, vous aurez raison. Mais quand je dis dur à faire taper, c'est pas, tu peux me prendre en armbar pendant 2 heures, c'est que l'instinct qui se déclenche à l'instant où je sens que tu es en train d'installer un contexte tout à fait favorable à une soumission, une finalisation, ça réveille instantanément la survie. Et donc, quand j'y pense, le déploiement de gestes techniques qu'on m'a transmis, de ok, t'enlèves les... Enfin, peu importe, le triangle, armbar, ce que tu veux, mais j'ai une haute résistance articulaire qui est uniquement due à la force. Si par exemple, tu vas m'emmener en... Alors, je sais pas pourquoi je résiste bien au triangle, ça n'a rien à voir avec la force pour le coup. On va plutôt parler de voies d'accès difficilement contrariables, que ce soit en trachée ou en carotide et compagnie. Mais si tu veux m'emmener le bras en kimura, en bas, et que j'ai pas encore passé la ligne de hanche, mon gars, va falloir tirer, mais tirer avec une caravane, tu vois. Ça, on m'a tapé milliers de fois. Mais c'est là où ça devient dangereux. Toi, tu te dis en tant que... Moi, mes intentions, je peux le dire, mes intentions sont nobles, tu vois. Il n'y a pas d'ego, je m'en bats les reins des grades, de mes grades. Moi, mon intention, c'est de rendre l'interaction intéressante pour mon adversaire et de ne pas lui montrer un niveau qui n'est pas du tout mon niveau parce que j'ai peur de me faire mal, parce que je pense que ça va l'emmerder et que ça va être ennuyeux pour lui et que surtout, ça va le priver de pouvoir travailler cette technique-là quand elle est confrontée à de la contrariété technique. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que ça développe en vrai ? Le risque que ça le frustre, qu'il envoie lui aussi de la force, et que parce que toi, ta force, elle va finir par lâcher. Ça m'est arrivé 15 fois, et que tu le prends le armbar au final, mais tu le prends 10 fois plus vénère que si tu avais lâché au départ, et tu n'as même pas le temps de taper ou de quoi que ce soit, parce que ça va être dans un mouvement très explosif, et là, il y a des blessures. Moi, je me suis fait l'épaule, le bras, la cheville de cette manière-là, la même année, pour te dire, à aucun moment, si je te fais le post-mortem de ce que je viens de t'expliquer là, j'ai l'impression d'être un con intentionnellement idiot. Par contre, si tu regardes ça d'un point de vue pragmatique, froid, c'est moi qui fais l'erreur. Tu vois le dilemme ? Est-ce que je suis un mec ennuyeux ou est-ce que je donne un peu de résistance au mec avec qui je tourne ? C'est une marque de respect. Ouais, mais ça, c'est pas à toi de le dire. Moi, je pense que t'as aucun pouvoir. Tu peux essayer d'être le meilleur partenaire d'entraînement possible. Ça t'appartient pas, parce que c'est lui qui va le décider. Et tu peux faire tout ce que tu veux, même dans la vie en général, en fait. Pour faire le bon garçon, essayer de plaire. Mais t'es pas sûr que ça conviendra à l'autre, ça marche. parce que ça dépend de lui, son éducation, son mood du moment, ses propres valeurs, tu vois. Donc autant faire ce que toi, il te semble bon et juste pour toi, et en harmonie, en adéquation avec tes valeurs à toi. Et si à un moment donné ça pose problème, bon ben là on peut en discuter, on peut communiquer là-dessus. Mais avoir comme intention, je pense, d'essayer de plaire et de satisfaire l'autre, c'est un peu vain, parce que c'est pas en ton pouvoir. C'est ça. Et c'est à lui de le décider, tu vois. La conclusion, ça restera quand même du coup... Mieux vaut taper trop tôt que trop tard, mais tant que c'est la force qui vous préserve du tapping. Si vous êtes dans une situation où le gars a mal établi sa posture, sa position, donc tu vois l'armbar pas bien rentré, tu vois ce que je veux dire ? Ça sert à rien d'aller, même s'il y a un risque tout de même, ça sert à rien d'aller taper là où il n'y a pas de raison. Mais si ce qui fait que pour l'instant vous n'êtes pas finalisé est la résistance physique, nerveuse, force que vous mettez, je le sais pour m'y être fait démonter 55 000 fois, c'est une mauvaise idée. Qui que vous soyez, guillotine, triangle, je les ai, tu vois. Mais ce qui est fort aussi après, c'est d'arriver, je pense que c'est ça aussi la beauté du jiu-jitsu, et que moi j'ai encore beaucoup de mal à saisir, mais je repense à un cours avec Nico, sur justement les armbars, où il expliquait, il montrait comment désactiver la force de l'adversaire, même si c'est le mec le plus fort et qui tient ses bras, en exerçant une certaine pression, un certain effet de levier dans une certaine direction, ça lâche. Tu dis, ok, une fois que tu as compris ça, bien sûr, l'autre, il va remettre. C'est une bataille après stratégique. Mais après, utiliser sa force, pourquoi pas, tu vois, si c'est une de tes qualités. Ça serait comme, par exemple, moi, la force n'est pas une de mes qualités, mais plutôt peut-être la vitesse, l'explosivité. Pourquoi je m'en priverais de m'en servir à certains moments ? Je pense que personne qui s'est suffisamment sérieusement blessé ne se rend compte d'à quel point ça peut l'arrêter dans son JB. Donc, limitez le risque au maximum. Si vous sentez peut-être que vous tombez dans la catégorie des gens, mec, on peut même plus tourner avec toi presque, parce qu'à peine on prend ton lapel, tu tapes,
remettez la chose en question. Mais j'ai jamais vu trop ce genre de cas de figure. Ouais, non. Et Ouais. un message aussi que j'aimerais faire passer aux ceintures blanches, comme nous. Tous les gens qui m'ont blessé en combat, même si c'est souvent dû à moi ce que j'envoyais, c'était des ceintures blanches. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Tu vois. Les ceintures blanches entre elles, on a toujours l'impression qu'on est là pour se mettre sur le classement du club. Genre, si tu m'éteins, ça veut dire que je suis un blanche plus élevé que toi et vice versa. Les ceintures blanches sont les personnes qui vont peut-être vous faire le plus progresser en tant qu'autre ceinture blanche. Donc, prenez soin d'eux. Tu vois la relation saine entre deux sparring partners. C'est vraiment, plus tu peux, plus tu prends soin du mec qui te donne son corps et son intégrité physique pour pratiquer, et vice versa, plutôt que d'essayer d'aller lui montrer que vous êtes maintenant 10 fois plus chaud sur l'omoplata que lui. En tout cas, si ça génère pas de blessure, si ça génère de la blessure, il vaut mieux aussi dans votre jeu mettre du... Ouais. Et de la détente, je pense que justement, le fait d'avoir des petits objectifs à chaque fois, très personnels sur un truc sur lequel tu veux progresser, te permet de pas tomber dans cet écueil-là, et dans cette espèce de guerre d'ego, de bagarre, en disant, ouais, ok, là on a fait un randori, il m'a passé la garde, il m'a détruit ce que tu veux. Ah, par contre, j'ai capté un nouveau truc sur ma rétention de garde qui était mon objectif. Et moi, ça y est, j'ai ma victoire de l'entraînement. J'ai gagné, j'ai progressé. Alors que l'autre, peut-être, lui n'était pas du tout dans cette démarche, il voulait juste se défouler, rouler sur un partenaire, tu vois. Mais si tu as tes petits objectifs à chaque fois, c'est ça tes victoires en fait. Puisque l'entraînement, c'est pas là que tu dois gagner des randoris. On s'en fout. Non, puis ça n'a aucun sens. Un randori à l'entraînement, tu tapes au bout de 40 secondes, ça reprend. Ouais. Donc c'est pas un combat. Tu vois, y a pas, en compète, il n'y a pas de ça. Tu vois, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai gagné un randori? C'est-à-dire que tu as tapé moins de fois que lui, ou que pendant les 6 minutes, tu as dominé, que tu as marqué plus de points, tu t'es mis au compte. Ça reste quand même très intéressant de se rendre compte, ok, là j'ai conscience des points, j'ai conscience du score et tout. C'est hyper important, surtout pour ceux qui veulent s'adresser à de la compétition. Mais tu as raison dans le sens où si tu sors de ton entraînement sans avoir compris, mieux pratiqué, mieux assimilé un truc, intentionnellement choisi au départ, c'est encore mieux, bah en fait, tu es venu juste dépenser de la calorie. Et tu vois, là on parle d'objectifs techniques, mais l'intention peut être n'importe laquelle. Il y a certains entraînements où mon objectif était je respire par le nez du début à la fin. Oh, ok. Et je m'entraîne à ça parce qu'en termes de performance, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai fait mon randori, j'ai respiré par le nez du début à la fin, et ben j'ai gagné mon truc. Parce que c'était ça mon objectif. Peu importe ce qui s'est passé pendant le randori, tu vois. L'intention peut être, ok, aujourd'hui j'ai juste envie d'être là, parler avec les gens, être au contact des gens. Ça peut être mon intention, mon objectif de l'entraînement, parce que peut-être je reviens justement après une période de blessure. Mais c'est ce que tu dis, c'est évident. Et pour te dire, mon objectif qui a été cette année le plus adopté régulièrement quand j'arrive, c'est aujourd'hui, je sors sans blessure. Pour moi, c'était une victoire. C'est-à-dire que je me suis tellement pété, parfois, tu vois, un doigt qui se retourne, bon, une heure après, c'est réglé, on n'en parle plus. Des fois, tu rentres, tu peux pas conduire, tu vois. Tu vas pas là-bas pour ça. Tu vas pas là-bas pour ça. Même si c'est bien d'envoyer de la puissance quand c'est nécessaire, tu vas pas là-bas pour revenir handicapé d'un entraînement. Que tu reviennes handicapé d'une compète, d'une bagarre ou d'un combat plus sérieux, ok, bon, c'est le contexte qui fait qu'on peut pas tout maîtriser, mais que tu reviennes handicapé d'un entraînement, c'est pas normal en fait. T'as fait un truc qu'il fallait pas. Là où si je peux me permettre une petite remarque, c'est souvent en préparation mentale, on dit il faut mieux se fixer des objectifs plutôt que des anti-objectifs. Tu vois que quand tu dis plutôt ne pas se blesser, il ne faut pas. Plutôt dire mon objectif est de rester en forme, de revenir en forme, tu vois, ok. Tourner positivement, tu veux dire. Qu'il soit tourné sur l'intention que tu veux et pas sur l'anti-intention, ce que tu veux pas. Pourquoi ça rejoint les dénominateurs de risque un peu type attraction, le fait de penser à quelque chose, même si c'est en le pensant en négatif, en anti, tu vas quand même l'attirer, non? Pas l'attirer, mais déjà ton esprit va être concentré quand je dis attirer, là-dessus. c'est pas un truc bullshit de l'univers, c'est le côté préparer ton esprit à être focalisé sur ça plutôt que ton esprit soit concentré. Et souvent on se fixe des anti-objectifs, tu vois. Bah, on est très anti-objectif. Et alors nous, on a un défaut supplémentaire, c'est qu'on est français. La langue française est même très travaillée sur le négatif. Les tournures négatives sont très dominantes. Où est-ce que tu vas chercher, en tant que ceinture blanche, l'information quand tu peux pas aller la chercher sur le tapis, en sachant que on a beau se raconter beaucoup de choses, on va pas chercher beaucoup d'infos sur le tapis, mine de rien. Si tu regardes en termes de temps passé,
Sur le tapis, on est très peu en absorption d'informations, on l'est beaucoup à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que déjà que toi, tu travailles, tu travailles consciemment ou... De l'information technique sur le jiu-jitsu. Technique et périphérique, enfin... je te parle pas que d'aller étudier une technique en elle-même, mais ça peut être des conseils périphériques à la technique, tu vois. Mais... Finalement, ce que j'ai mis en place petit à petit, au début, j'ai essayé de regarder beaucoup de tutoriels, de vidéos techniques, qu'on voit passer sur Instagram et sur YouTube. Où tout est facile. Franchement, quand tu regardes, c'est incroyablement facile. J'ai jamais rien appris, réussi avec cette modalité-là. Peut-être parce qu'elle me convient pas à moi. J'ai besoin d'être vraiment dans la pratique, dans le kinesthésique, comme on dit, dans le ressenti. Et finalement, ce qui m'a plus aidé, j'ai l'impression, c'est regarder des combats de Jiu-Jitsu, IBJJF, chaîne YouTube. Donc regarder, tu parles de vidéos. Je regarde des combats et regarder des documentaires, des formats sur le Jiu-Jitsu, tu vois. On suit tel athlète dans son académie, dans sa favela ou dans sa ville, etc. Et c'est plutôt des choses comme ça qui ont nourri un petit peu ma réflexion, mon esprit sur le jiu-jitsu, plus que vraiment apprendre des techniques, puisque j'ai l'impression que pour moi, pour l'instant, ça marche pas, tu vois. C'est un peu me familiariser du coup avec la culture, tu vois. Apprendre plus sur la culture du jiu-jitsu, sur le lifestyle, sur les athlètes, sur tout le reste, Ouais, alors déjà, le coup de regarder les combats, c'est un truc qui peut être puissant aussi, c'est... Est-ce que tu es capable de décrire un combat à quelqu'un ? À un autre JD, quelqu'un qui ne connaît pas le JB, ça va pas être très intéressant. Mais déjà, rien que ça, ça peut t'aider à évaluer ton niveau de lecture. Ouais. Si tu sais pas... Alors, évidemment, il y a des trucs où tu sais juste pas ce que c'est. Tu regardes un combat entre deux black belts niveau brasileiro, c'est sûr que tu vas pas pouvoir commenter tout le combat. Alors, prends un combat cohérent, même peut-être d'un pote à toi, en compète ou quoi, et essaye de le décrire à quelqu'un qui comprend ce que tu dis. Bah déjà, si ça te pose problème, t'as peut-être des choses aussi à aller chercher dans la compréhension. Tout le monde est là, leg drag, 100 kilos, puis alors un coup, t'es en Angleterre, le mec il te dit side control, ensuite il va te dire 100 kilos, ensuite tu tombes sur un mec un peu original, qui a son propre truc, et puis après tu vas voir John Danner qui a parlé que en japonais. Les mecs, tout ça pour dire la même chose. Bah mine de rien, si tu sais pas parler, tu sais, il y a une phrase que je dis beaucoup aux gens, moi, en dehors du business, en dehors du JB, qui n'est pas toute ma vie, évidemment, j'ai la chance de travailler, c'est un grand mot, mais de penser beaucoup avec des gens qui aiment penser, qui aiment travailler la réflexion, travailler leur esprit et un peu philosopher sans caractère pompeux ou quoi. Il y a une phrase que je leur dis tout le temps, surtout quand c'est des mecs qui viennent un petit peu de milieux où c'est pas évident d'être familiarisé avec ça, c'est « tu ne peux pas penser au-delà de ton vocabulaire ». Ouais. Et ça, tu t'en rends compte que quand on te le dit. Si tu sais pas parler, tu ne peux pas penser au-delà de ce que tu sais dire. Pourtant, ça a l'air pas du tout corrélé, ça l'est. Ouais. Et plus tu as de termes, plus tu peux complexifier et préciser cette pensée. Étendre. C'est pas que complexifier. Tu sais, on dit toujours, la sagesse est dans la nuance. Ouais. La nuance, c'est pas que le revers d'une version ou la diminution de l'extrémité d'une version, c'est aussi l'élargissement d'une version pour qu'elle puisse être comprise et mieux prise par du monde. Et si tu ramènes ça au JJB, si tu sais pas identifier, quand tu regardes de l'extérieur, une demi-garde, comment veux-tu comprendre ce qui se passe quand toi... Parce que moi, ça m'est arrivé, je te parle de ma vraie vie, je me retrouvais en demi-garde, je ne savais même pas que j'étais en demi-garde, parce que je n'identifiais pas instinctivement ce mouvement-là. Le jour où j'ai mis un mot dessus, j'ai pu commencer à m'y mettre délibérément. Tu vois où je veux en venir ou pas ? Bah, c'est un peu la même chose. Donc peut-être qu'en écoutant des podcasts sur le JJB aussi, finalement, déjà apprendre les basiques, va chercher tous les termes. Ouais. Tu vois un truc que tu comprends pas, t'as ton maître à côté, putain, pose la question. Personne ne va te mettre une patate parce que t'as demandé. Ou alors, tu viens de te faire mettre une finalisation par un gars, t'as pas compris là exactement ce que c'est comme finalisation, mais demande-lui. Je te dis pas, demande-lui qu'il te l'enseigne techniquement quoi. C'était quoi ça ? Alors ça, c'est une kimura, ça c'est un triangle, comment tu dis, un triangle quand t'es dessus, triangle haut, comment ils disent un triangle du dessus. Ouais, ils ont upper, en anglais ils ont plus de termes que nous, mais tu sais quand t'es sur le mec en montée que tu lui fais le triangle, ah ok c'est ça. Bah, maintenant tu l'as enregistré sous une étiquette, donc tu peux c'est comme si tu pouvais pas ranger quelque chose dans ton rangement tant qu'il n'y a pas une étiquette avec un nom dessus. Tu vois, ça me fait penser, ça a un peu rien à voir, mais je pense que c'est... tu sais, moi j'ai vécu en Kanaki.
Ouais. Nouvelle-Calédonie. À Nouméa, Ouais, j'ai vécu à Nouméa et j'avais des amis qui venaient de l'île d'Ouvéa, Iai, qui est une petite île de l'archipel. Et donc j'ai pu aller dans les tribus, c'est des tribus, ils ont un mode de vie vraiment très, très à eux. Et en fait, ils ont des dizaines et des dizaines de mots pour décrire la noix de coco en fonction de qu'est-ce que c'est. Nous, une noix de coco, c'est une noix de coco. Okay. Eux, ils ont un mot pour la noix de coco quand elle est verte, quand on peut la boire, quand on peut la manger, quand on peut la germer, celle qu'on utilise pour faire le feu, celle qu'on utilise pour ci, celle qu'on utilise pour ça. Ils ont un mot pour décrire tous les stades et toutes les étapes d'une noix de coco, tu vois. Parce qu'ils en ont besoin dans leur... Elle est quotidienne dans leur environnement. Et c'est comme, il y a des pays où une journée, c'est une journée. Même bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon goûter, c'est le même mot. Ouais. Dès que tu es sur du saxon ou du latin, tu as 14 mots différents pour te dire là, il est 8h12, machin, etc. Hyper intéressant ce que tu dis. Et donc, pour aller au bout de ton propos, c'est le fait de non seulement connaître les étiquettes de base d'à peu près tout, mais en plus aussi les termes périphériques qu'ils peuvent avoir. C'est ça que tu voulais dire, c'est te rendre compte qu'il y a des gens qui appellent quelque chose qui a un titre un peu qui fait consensus, mais qui l'appellent d'une autre manière. Non, C'était juste pour dire qu'en fait, pour décrire leur réalité, ils ont eu besoin d'étendre leur vocabulaire, là où nous, on a juste besoin de savoir, ça c'est une noix de coco, mais pas plus, tu vois. Ah ouais. Oui, c'est comme si je te dis, par exemple, un side control, en français, il y a un terme... 100 kilos. Un 100 kilos, tu sais contrôle latéral aussi, je pense. Tu sais qu'il y a 2000 positions différentes de 100 kilos. Tu vois, nous, on est des ceintures blanches, donc on va pas pouvoir t'en décrire 2000. Est-ce que t'as le jeu... Tu vois ce que je veux dire, ton genou, il est où? Ton épaule, elle est où? Est-ce que t'es sous la tête du mec? Est-ce que t'as sa jambe? Ok, toi, ça t'a l'air d'être des trucs anodins et anecdotiques. Non, ça compose ta position. Donc, ton 100 kilos avec le bras sous l'underhook de la tête, sous la jambe, avec tes deux genoux connectés au mec, c'est pas le même 100 kilos qu'un 100 kilos un peu lointain où t'as à peine réussi à passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, la position est la même, mais les opportunités ne seront pas les mêmes, tes devoirs ne seront pas les mêmes. Là, tu dois sécuriser ça et te méfier de ça. Tu vois où je veux en venir? Donc, le JJB, j'ai un peu l'impression que c'est le sport où tu n'as d'autre choix que d'être le plus possible connecté à l'instant présent. Surtout pendant les entraînements. Bon, alors les compétitions, j'en parle même pas, mais dans les entraînements, on néglige un peu ce côté synchronicité. Ouais. T'as eu cette réalisation toi aussi? Comment tu le vis ce truc-là Surtout vis-à-vis de la préparation mentale. C'est-à-dire, je pense que d'un côté, c'est une des raisons pour laquelle les gens adorent ça, adorent aller à l'entraînement, parce que ça les plonge, ça les immerge totalement, et donc ça les sort de tout ce qui peut les parasiter, ou même pas les parasiter, mais ça les sort du reste de l'extérieur. Et d'autre part, c'est peut-être pour ça aussi, en tout cas de ce que je vois moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté en compétition, parce qu'en compétition, vu qu'il y a la question de l'enjeu, du regard des autres, du résultat, de la pression qui génère énormément de pensées parasites, et ça t'empêche d'être totalement présent, immergé, donc de faire une bonne performance. Tu vois, moi, la plupart des combattants, des combattantes, des pratiquants de JJB que j'accompagne en préparation mentale, ils sont confrontés à ces trucs-là. La peur de perdre, la question de l'enjeu, du résultat, du regard des autres, de la pression. Ce qui génère chez eux un flot de pensées qui les distrait totalement. Qui les déconnecte complètement Donc la première chose, moi, que j'essaye de travailler avec eux, c'est ce que j'appelle la maîtrise de l'attention, justement. Réussir à poser ton attention, à orienter ton attention sur quelque chose, sur l'instant présent, sur ce que tu es en train de faire, sur le jeu, le combat. Et dès lors qu'elle en est détournée par des considérations liées à l'enjeu, au regard des autres, et être capable de la ramener le plus vite possible pour rester dans ce tunnel d'attention-là, parce que à la moindre seconde de déconcentration, tu peux faire une erreur, tu peux te faire passer, tu peux te faire soumettre. C'est là qu'il y aura une opportunité. Ouais. Donc cette capacité à être vraiment dans l'instant présent, à maîtriser ton attention, elle est fondamentale, notamment en compétition. On s'identifie un peu tous à ce qu'on vient de dire, et ça me fait penser à un point aussi important, et encore une fois, c'est pas des conseils, c'est de l'observation empirique de notre propre expérience, et qui peut peut-être en aider certains, en inspirer certains, en conforter certains. Un jour, en me connectant plus au présent, dans le JJB j'entends, j'ai arrêté d'observer les opportunités. Non pas parce que je pense que les opportunités, et je vais détailler ça dans 2 secondes, sont inutiles en JJB. En revanche, elles m'ont, moi,
longtemps, je pense, détourné de mon itinéraire de progression. Ce que j'appelle opportunité, c'est tu viens de réussir un sweep, t'étais en montée, t'as renversé le mec, t'es en train d'arriver progressivement à fragiliser sa garde fermée, ce qui est ton job, et ce qui est excellent si t'es ceinture blanche, peu importe le grade du mec en face. Et là, tu vois un truc qui traîne, un bras qui traîne, un truc qui... Et tu te dis, oh, si j'interrompais totalement la bonne chose que je suis en train de faire, pour saisir au vol un truc que je ne sais même pas comment je vais finaliser, tu vois, qui me donne l'impression que c'est une bonne opportunité, en 9 cas sur 10 qui finit en rien du tout, tu vois. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'objet brillant du jiu-jitsu. Il y a le syndrome... Jiu-jitsu, il y a 2 syndromes de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, pour ceux qui n'ont pas la familiarité avec ce terme-là, qui est souvent appliqué et utilisé dans les gens qui font des projets, notamment entrepreneuriaux, c'est un coup, tu vas monter une boîte de ça parce que tu crois que c'est la mouvance, puis tu vois un pote à toi qui lance une boîte dans l'IA, tu lances une boîte dans l'IA, puis après, t'as ton pote qui se dit non, c'est les commerces physiques, le truc, et tu ouvres une boulangerie. Et en fait, tu passes ton temps à démarrer des trucs que tu finis pas, donc tu ne vas nulle part. Le JB souffre à 2 endroits Enfin, lui, il souffre pas, c'est nous qui souffrons de ces symptômes-là. En dehors du tapis, tu sais ce que tu as à faire. Si tu dois aller consommer du contenu, consomme du contenu qui te divertit ou qui amplifie tes enseignements que tu as eu sur le tapis. Va pas chercher la technique à la mode, parce qu'il n'y a que ça sur Insta. Si tu vas dans mon scroll Insta, j'ai un compte où je regarde que des trucs de JB, il y a peut-être une technique toutes les 100 qui est une vraie technique que je peux appliquer moi en tant que ceinture blanche. Je dis pas que les autres sont des techniques de merde, hein, c'est des techniques enseignées par les plus grands. Mais il y a l'Himalaya entre moi et le moment où je vais être apte à faire cette technique-là. Il n'y a que ça. Donc, j'ai appris une nouvelle variante de l'armbar. Et le lendemain, c'est t'as pas vu l'omoplata modifié des frères, comment il s'appelle, Rotolo et mec, t'es ceinture blanche, tu sais pas sortir d'une montée. T'emmerdes pas avec ça. Ça, c'est le syndrome en dehors du tapis. Dans le tapis, sur le tapis, c'est ce que je t'expliquais. T'es en train de faire les choses bien, t'es en train de suivre une trame, pas forcément consciemment. Ça, c'est dommage, ça devrait l'être. Et là, tu vois un truc et tu dis, tiens, si je rentrais quelque chose que je ne sais ni faire ni défaire, alors que je suis en train de monter les bonnes steps pour arriver dans une étape de position qui donne lieu à une finalisation, ok, pas spectaculaire, ok, très académique, ok, qui va certainement pas passer parce qu'elle est téléphonée à 200 bornes. C'est ton job à l'entraînement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire avec le syndrome de l'objet brillant ? Complètement, et c'est encore une fois une question d'attention. Tu vois, à un moment donné, ton attention, ton esprit, il se précipite vers le résultat, vers la ligne d'arrivée. Il est attiré, c'est vraiment ça. Ouais. Là où il faut essayer de le ramener ici, maintenant, et totalement t'as vraiment une voix, c'est vraiment... Moi, j'ai une obsession pour les kimura, je sais pas d'où ça vient. Dans les deux sens, c'est-à-dire que j'adore tenter les mecs avec la kimura, parce que je résiste très bien à la kimura, ce qu'on disait tout à l'heure, jusqu'au moment où j'ai plus de force, où il me fume, et où tu peux te blesser très méchamment. La kimura, c'est ultra dangereux, attention. Mais j'aime aussi les rentrées, les kimura, forcément connectées à la force, donc très intéressantes. Mais, je sais plus ce que je voulais dire, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de te raconter comme bêtise ? Tu m'en parlais de l'instant présent, de pas se précipiter, du syndrome de l'objet brillant. Non, la petite voix. C'est-à-dire que dès que je vois un bras... En fait, pourquoi ça fait ça ? Pourquoi dès que je vois un bras plié, j'ai une alarme dans la tête qui dit « Bras plié, Kimura potentiel !» Pourquoi ? Non pas parce que je chasse dans ma technique et mon jeu les opportunités, parce que j'en ai tellement pris moi, que je sais que quand moi je plie le bras, je m'expose tellement j'en ai pris. Donc quand je vois le bras d'un autre gars se plier, par écho, je vois l'opportunité de Kimura. Cependant, est-ce que c'est connecté à ce que je suis en train de développer comme succession de positions ? Pas forcément. On a tous tenté une Kimura alors qu'on était en montée, pris en montée. On a tous tenté une Kimura alors qu'on était dans la garde du mec. Je dis pas que ça peut pas passer, mais on sait qu'un ceinture blanche qui fait ça, il est pas en train d'essayer de progresser, il est en train de faire ce qu'on disait, de gagner un combat qui n'est pas un combat, alors que c'est juste un rendez-vous d'entraînement, tu vois. Et le pire, c'est qu'imagine tu la rentres, la Kimura. Elle passe. Tu fais taper un mec, ni toi, ni lui n'avez progressé d'un iota. Toi, tu sors de l'entraînement. En pensant que t'as trouvé un truc, alors si t'es avec un maître de haut niveau, comme on a la chance tous les deux d'avoir, tu crois qu'il est fier de toi, lui, il se dit, putain, lui, il va mettre du temps avant d'être bon.
Tu vois le délire. Genre, toi, tu sors du truc en bonbon le torse en te disant ouais, aujourd'hui, j'ai fait taper un 3 barrettes, tu vois. et ton maître, il débriefe avec 3 barrettes. Il dit non, mais lui, il comprend rien. Il comprend pas que c'est les basiques. Je dis pas qu'il dit ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu ne lis pas du tout la réalité parce que tu fais pas gaffe aux bonnes choses, tu vois. Moi, j'en suis revenu au moment où j'ai pris conscience qu'il fallait être dans le présent pendant les entraînements, tu vois. Et arrêter de réfléchir. Et je reviens là-dessus, mais encore une fois, avoir une intention dès le départ claire, et ben, t'aide à guider ton attention. Tu vois, ça, souvent, moi, je vais dans cette direction avec ceux que j'accompagne. Premièrement, apprendre la maîtrise de l'attention, apprendre à développer des capacités d'attention fortes, de poser ton attention sur quelque chose et l'y ramener. Et une fois que tu as développé cette maîtrise de l'attention, on passe à ce que j'appelle la maîtrise de l'intention. Maintenant que tu arrives à poser ton attention et à l'y ramener sur quelque chose plus de 30 secondes, eh ben, tu peux y associer une intention que tu as choisie. Et une fois que tu as ces deux choses-là, eh ben, tu peux avancer dans la direction que tu auras choisie, je pense, plus efficacement. Ok. Tu vois. Très smart. Encore une fois, si ton objectif est la rétention de garde et ça, bon, et peut-être que les Kimura, tu vas un peu les écarter pour l'instant, tu vois, tu vas écarter le reste. Ouais, je vois très bien le... D'abord la maîtrise de l'attention et ensuite la maîtrise de l'intention. Ouais. Souvent, moi, j'essaye de les amener dans ce schéma-là. Est-ce que tu as déjà reçu un excellent conseil de la part d'une ceinture blanche, mais qui a été excellent pour toi? Enfin, peut-être qu'en fait, dit à quelqu'un d'autre, ça va rien faire, mais toi, tu t'es dit, ok, lui, peut-être parfois même involontairement, il m'a fait capter un truc. Ouais, j'essaye d'y repenser comme ça me saute pas à l'esprit. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir reçu des excellents conseils, ni de la part de ceinture blanche, ni de la part d'autres. Ouais. D'autres. Qui que ce soit que j'accompagne sur l'aspect préparation mentale, sur l'aspect technique et tactique, je reste toujours très loin des considérations techniques et tactiques. Ah non, mais Par contre, bien sûr. je les guide toujours à avoir une démarche très proactive dans leur progression, dans leur performance. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Ouais. Ça, si tu veux progresser, c'est fondamental, c'est la base. Tu vois. Dans le sport, de toute façon, dans la performance sportive et dans la préparation mentale, c'est quelque chose de... Exemple d'objectif qui peut être génial. Alors, est-ce que chiffrer, c'est intéressant? On ne débattra pas. Aujourd'hui, je vais m'entraîner. J'essaye de rentrer 20 fois un sweep que j'ai travaillé depuis la garde, demi-garde, dans mes rolls. Ouais, tu peux chiffrer, c'est intéressant. Non, mais voilà, chiffrer, je suis pas sûr que ce soit la valeur du truc. Tu peux, mais c'est le intéressant. Décider. Tout en gardant en tête, parce que je vois beaucoup de gens se torturer aussi avec ces questions d'objectifs. Pour moi, un objectif, c'est toujours une direction et pas une destination. Ouais. Tu vois, la destination, c'est l'ambition. Et c'est génial d'avoir des ambitions. J'encourage l'ambition au max. De vouloir gagner des trucs, des compétitions, des combats, tout ça. L'objectif, par contre, c'est une direction. C'est pas une destination, tu vois. Et si t'en fais une destination, c'est là où t'es foutu. Ouais. Parce que si c'est pas exactement là où t'arrives, t'es mort. Et c'est rarement... Et c'est jamais même. Tu vois. Donc, tu te dis 20, et ben si t'as fait 5, tu sais que de toute façon, t'es allé dans cette direction, tu vois. Ouais. Il y a un peu le chemin qui se construit devant toi aussi. Quoi. C'est pas... Il y a des objectifs, il y a des destinations où tu vois le chemin en entier. En général, elles sont pas hyper excitantes. Ouais. Il y a des destinations où tu crois que tu vois le chemin en entier, mais c'est pas le tien en fait. Et il y a des destinations où il n'y a pas encore de chemin. En général, le JB, c'est plus ça. Il y a un chemin qui va se construire. Il y a des mecs qui mettent 25 ans à avoir leur... peut-être pas leur ceinture bleue, mais... ça fait peut-être un peu long. On est bien parti pour... Mais on s'en fout. Ouais, non, mais moi, c'est que j'ai dit un truc à ma femme pour lui faire comprendre à quel point le JB est important pour moi, et pour, je pense, tous les pratiquants qui se sont fait piquer. C'est peu importe de quelle couleur elle sera, mais je veux mourir en ayant encore une ceinture, tu vois. Je veux pas mourir en ayant arrêté le JB depuis 15 ans, sauf si malheureusement la vie me prive de cette capacité-là. Et quand je te dis mourir, c'est mourir. Hein. C'est-à-dire que si la vie me fait le plaisir de m'éteindre très tard, peu importe comment, à quoi ça ressemblera, je veux avoir continué ma pratique du JB. Peu importe quel grade j'aurai atteint, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir gardé le Jiu-Jitsu en mon existence. Tu vois. Dernier point avant de conclure, un truc qui, je pense, nous arrive tous, et je voulais voir avec toi si ça te faisait effet. On a un peu déchiffré sur les prochains épisodes, on abordera peut-être des thèmes prédécidés. Est-ce que tu connais ce truc-là de on est deux ceintures blanches intelligents, on veut pas blesser l'autre, on veut pas se blesser, on connaît nos démons, on connaît tout ce qu'on vient de dire, on se retrouve soit en open mat, soit en rôle attitré, alors je sais pas comment ça se passe dans ton club, mais nous c'est le maître qui dit avec qui tu tournes, on se check et on se dit gros, sincèrement, on y va light, l'autre il te dit totalement d'accord, moi aussi je suis mal.
Pourquoi 20 secondes après, on est à 110% chacun de nos... Pourquoi on fait tout ça alors qu'il n'y a pas d'intention léger, ouais. Non mais moi, je te jure, et je vous jure sur tout ce que j'ai pu faire au monde, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un autrement qu'avec l'intention de vraiment tourner léger. Il y en a, je pense, qui font des feintes. Moi, j'ai jamais mis une feinte. Par contre, à 100% quasiment à chaque fois, tu te retrouves à pas du tout tourner léger. Pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es emporté dans ton élan. Je parle entre ceinture blanche. Hein. Ouais. Dès qu'il y a un gradé d'un coup, tu te rends compte que le gradé, lui, sait maintenir le léger, tu vois. T'es emporté dans ton élan, et peut-être, en effet, comme tu dis, c'est que quand t'es ceinture blanche ou débutant, t'es dans cette incapacité de doser ton effort, de te maîtriser, tu vois. Est-ce que c'est pas la définition de l'art martial ? La maîtrise de soi, complètement. La maîtrise de soi, c'est ça, la quête martiale, je pense qu'elle est là-dedans. La maîtrise de son corps, la maîtrise de son esprit. Là, à l'heure actuelle, ça m'est arrivé, heureusement, je te rassure depuis. Ouais. Quand je sors d'un rôle avec un de mes gars avec qui on s'est dit, on va pas faire non plus rien, mais on va y aller mollo, parce qu'on sait qu'on est des vifs, on est des forts, et on peut se blesser, et on est inexpérimenté, donc dangereux, et que ça se passe comme ça, mais qu'on est KO, cardio, enfin, tu vois, on a travaillé, je suis le plus heureux du monde, même si c'est rien passé d'intéressant pendant le rôle. C'est marrant, hein, tu vois. C'est devenu une victoire en soi, tellement j'ai eu une pratique bête. Mais c'est vraiment, il n'y avait pas d'intention. Hein. C'était pas, je lui ai dit que je vais tourner doucement et je vais le ravager. Non, mais 20 secondes après. Alors, il y a un truc qui, à mon avis, engraine ça, c'est que c'est quasiment impossible, avant un certain niveau, d'être bon en takedown light. Une amenée au sol light, vas-y, montre-moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, faut si en plus t'es sur un gros gab, alors nous en plus on a beaucoup de lutteurs, de judoka, black belt confirmés, tu vois, va faire une amenée au sol light. Vas-y, en fait tu tires la garde ou pas, tu vois. Donc t'es explosif dans l'amenée au sol, et qu'est-ce que ça fait ? Ça vient fixer le baromètre du rôle, alors que c'est juste l'amenée au sol qui nécessite une explosivité qui en plus, c'est marrant, hein, c'est beaucoup moins dangereux que l'explosivité au sol. Alors qu'il y a un rapport à la verticalité qui fait peur à beaucoup de gens. Je me suis quasiment jamais blessé dans les amenées au sol, qui peuvent être spectaculaires parfois. Dès que c'était de l'explosivité indésirée, imprévue et mal contrôlée au sol, les blessures, elles sont quasi tout le temps en rendez-vous. Tu vois. Mais tu as peut-être raison de démarrer le randori debout ou démarrer directement au sol, ça met pas le degré d'intensité au même niveau directement. Faut dealer avec le gars. Vu que nous sommes tous les deux incapables de faire des takedowns doux, on se dit bien, dès qu'on est au sol, on redescend. Tu vois, on sait qu'on va se le dire, est-ce qu'on va le faire ? Et après, il y a l'ego. Ça t'est arrivé, toi, de t'énerver sur un mec pendant un rôle ? Parce qu'il t'a contrarié par un truc physique ou pas ? Je veux dire, genre, il t'a mis un coup ? Non. De me un sentir... coup volontaire, que tu sens volontaire. Tu sais, les mecs qui font un peu du jeu de merde, là, qui viennent t'écraser le nez, qui viennent te... Mais vraiment, tu sens que pour compenser à une absence de technique, ils viennent te faire mal. De me sentir énervé, oui. De m'énerver, non. Tu vois ? Mais je pense à une fois, je suis allé tourner dans un club avec un mec très lourd, vraiment beaucoup plus lourd que moi. C'est dur ça. Et en fait, juste, il m'écrase. Ouais, il joue le poids. Je tape. Ouais. Hop, on recommence. Rien à faire. Vrai. Je suis pas venu à l'entraînement pour passer 5 minutes sous le... En fait, je tape. Hop, c'est bon. Moi, j'ai eu ma dose. Tu restes ici, tu veux plus bouger. Et ben, on reprend le randori du début. Tu vois, je vais pas rester 5 minutes juste comme ça en dessous à me faire écraser. Pas pendant un randori d'entraînement où je viens pour essayer de progresser, tu vois. Et c'est pareil. Faites attention à vous. Là, ça me vient pendant que tu dis ça. Ça m'est arrivé très peu. Je crois jamais chez Della Riva. Des gens à qui tu dis, parce que vraiment t'es blessé. Fais gaffe, je viens de prendre un sale juji sur le bras gauche. Est-ce que tu peux y aller ? Pas de problème. Et le gars, à l'instant où il a l'opportunité, il te démonte l'endroit. Ça, en entraînement, identifier la personne. Moi, je suis pas dans la circulation d'informations, la délation quoi. Je vais pas aller voir le maître. Mais repérez le mec. Faites en sorte de pas avoir à tourner avec lui. Et si vous tournez avec lui, parce que vous n'avez pas le choix, nous, on refuse pas le combat, tu vois, chez Della Riva. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un refuser le combat. À vous de vous organiser pour pas être en danger face à cette personne-là. C'est votre responsabilité de vous protéger. C'est ça. Okay. Paul, on approche l'heure déjà. On est parti en vrille dans tous les sens. Je pense que c'est autant laisser ce terrain-là pour ces hors-séries-là, comme ça, avec tes invités classico-classiques du format. Le goût du sol, tu pourras être un peu plus structuré. Yes. Je te laisse le mot de la fin, j'ai beaucoup parlé. Merci Basile, content de démarrer ce format patte blanche avec toi. Avec plaisir. On va essayer de structurer ça petit à petit, peut-être avec vos retours aussi. Carrément, plaisir. les Faites-nous des retours pour qu'on puisse
essayer d'amener ce format petit à petit à quelque chose de sympa, de constructif. En tout cas, moi j'ai kiffé et j'espère qu'on refera ça bientôt. Nous, je pense qu'il nous est utile, ce format-là. Ouais. S'il vous est utile en quoi que ce soit, qui vous amène une quelconque once de valeur, juste manifestez-vous, dites-le nous. Ça nous permettra de nous rendre compte qu'on brasse pas de l'air. Et on conclura là-dessus, n'oubliez pas, on n'a pas pris la peine de poser cette ceinture sur la table pour rien. Nous ne sommes pas des vétérans du JJB. On ne vous donnera jamais de conseils et d'enseignements techniques. On est là pour narrer, pour raconter un peu notre itinéraire en tant que ceinture blanche. Donc ne prenez pas nos paroles pour des propos affirmatoires, je sais pas comment on dit, mais juste pour un peu d'inspiration et de discussion autour de notre passion commune qu'est le JJB. Force à tout le monde, prenez soin de vous, vous blessez pas, et on se retrouve Faites attention à vous. Os.